Donc, on se présente peut-être les deux. Ouais. Donc, moi, je suis Fabrice Chaudier, vente. Alors, je suis ce qu'on appelle un consultant à la filière viticole depuis 2001 et j'accompagne les structures viticoles pour le commerce et le marketing, pour le développement commercial des entreprises. Voilà, donc, de façon très simple, je fais des audits de départ, des diagnostics, et surtout, ensuite, je les accompagne pour la mise en place de leur stratégie commerciale et le développement de leur plan d'action. Je fais très vite. S'il y a des questions, on en parlera tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, donc, quelques années après m'être lancé, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage assez permanent, assez, j'allais dire, de fond, entre la vision que les patrons de la filière viticole avaient. Alors, les patrons, ça peut être des vignerons, comme ça peut être des représentants syndicaux, enfin, ou des négociants, entre leur vision et ce que moi, je voyais des réalités factuelles, c'est-à-dire des réalités issues des études et des statistiques, des données du marché. Donc, je me suis lancé dans la publication de résumés du marché et d'analyse. Et puis, petit à petit, dans le temps, je me suis rendu compte que la source, la data, parce que maintenant on dit, j'ai plus donné, on dit data. La data, 1, se raréfiait, 2, s'opacifiait et 3, devenait payante. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à poursuivre ce travail-là. Et puis, très heureusement, sur ma route, j'ai rencontré il y a quelques années Pierre, qui va se présenter, mais dans la spécialité justement et la donnée. Et c'est pour ça que nous travaillons ensemble depuis 2 ans, dans le cadre aussi du cluster Innovant à Bordeaux, et avec un économiste du vin dont on aura l'occasion, je pense, de parler, en tout cas qu'on évoquera, qui s'appelle Jean-Marc Carneva, qui est un économiste, un des spécialistes du marché du vin et patron des économistes européens du vin à la Bordeaux School of Economics, puisque le nom tout est en anglais. Avant, c'était simplement la fac d'économie de Bordeaux. Voilà. À toi, Pierre. Donc, moi, Pierre Auguste, je suis le fondateur de VinoTracker. Moi, je suis très récemment arrivé dans la filière vin et spiritueux, un peu moins de 3 ans. Je suis ingénieur en informatique assez classique, puis qui a décidé de se passionner pour la filière vin, et puis qui a plongé il y a 3 ans dans la filière autour de la donnée, en analysant que finalement la filière était très peu acculturée au digital et à la data en particulier. Et donc, j'ai créé cette société avec la mission finalement de collecter, analyser toutes les datas possibles et imaginables pour s'en servir, pour servir la filière. Ça peut être des vignerons, ça peut être des industriels, ça peut être des clusters, ça peut être des startups, pour en identifier des insights et s'en servir pour alimenter la décision et surtout essayer de s'en servir pour développer la performance, la durabilité finalement et la performance économique. Donc, moi, je ne suis pas consultant en tant que tel. Je me considère comme agence data. Donc, concrètement, j'ai deux activités quand même. Une activité de publication de données. Donc, je collecte, j'analyse, je restitue énormément de données marchés. Je regarde un petit peu tous les grands marchés du vin dans le monde. Et j'essaie de collecter tout ce qui peut se publier. Ils sont publiés de moins en moins, ou en tout cas, c'est très difficile d'aller chercher des données. Je les restitue de manière, je les restitue de manière visuelle dans une plateforme qui s'appelle DataVision. Voilà, pour laquelle on peut souscrire par abonnement. Et puis, vous pouvez la regarder sur la partie gratuite pour voir un peu comment ça fonctionne. Et on va voir d'ailleurs une grande partie de ce qu'on présente là aujourd'hui, des visualisations sortent, ce sont des visualisations qui sont faites, qui sont fournies sur la plateforme. Et à côté de ça, j'ai une activité plutôt de prestation, on va dire, plutôt de conseil. Conseil, je le laisse à Fabrice et à d'autres. Mais je vais aller analyser des données des fournisseurs, des vignerons. Et en ce moment, je travaille pas mal avec des propriétés bordelaises pour analyser toutes les données de distribution du négoce, notamment, pour que les châteaux reprennent un tout petit peu pied sur la donnée. Ils ont délégué au négoce depuis des décennies la vente de vin, donc ils ne connaissent pas leurs clients, ils ne savent pas vraiment où ils sont vendus, l'état des stocks, l'état des ventes, etc. Donc voilà, j'utilise toutes ces données-là, je les analyse, je les clean et puis je les restitue dans des outils qui sont des dashboards, qui sont des outils divers et variés, qui leur permettent de voir plus clairement la distribution. Voilà. Et donc, depuis 2 ans, avec Fabrice, on développe un certain nombre de convictions basées sur des données objectives et puis de réflexion. Et donc, l'idée de cette intervention ce soir, c'était de vous faire part un petit peu
ce que certains disent appellent un peu iconoclaste. Voilà. Donc, nous, on développe une réflexion autour on parle beaucoup de déconsommation, on parle de changement climatique, on parle d'arrachage. On parle que de choses finalement qui sont hyper négatives, alors qu'il y a aussi des choses positives qui se passent dans la filière. Et donc, c'est aussi ça qu'on voulait éclairer. Voilà. Donc, merci de nous accueillir en tout cas, de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous. Vraiment, c'est un échange. On va vous asséner énormément de choses. Mais voilà, à vous de dire ça va trop vite, ça va trop lentement, ou je ne comprends pas, ou préciser, n'hésitez pas. Oui, alors, le gros avantage de la petite assemblée, c'est que vous pouvez, enfin, moi je vous encourage à nous interrompre. Si vous avez des questions, si vous avez des éléments qu'on vous présente qui sont peu clairs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément évidentes, et quand on est avec des acteurs de la filière, on se rend aussi compte qu'il y a souvent des choix qui sont établis. Alors Pierre en parlait des châteaux bordelais, par les grands crus, hein, tu parles des châteaux, pas des vignerons, des petits vignerons. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui échappent. Et il y a beaucoup donc de choix qui se font à partir d'impressions marché. Alors la stratégie, vous savez, normalement, ça se base sur des éléments factuels et après, à partir de l'analyse qu'on en fait, on a la capacité de faire des choix. Alors nous, on part toujours de choses assez, comment dire, c'est là où on va être un peu abrasif. En fait, des questions qui se posent dans la filière, des questions que l'on voit revenir en permanence, notamment dans la presse, et on essaie de comparer. Alors moi, je dis souvent a priori, voilà, et réalité. Donc ça va être la première partie, questionnement et les constats par rapport à la filière et à ce qu'on peut en analyser. Ensuite, on fera une espèce de petite brainstorming, de petite réflexion autour de ce qu'on aura vu dans la première partie, et puis on essaiera de vous amener à réfléchir aussi à l'action, puisque c'est tout à fait ce que moi je fais. En fait, on ne se contente pas de donner des diagnostics et de dire après il y a qu'à, après on accompagne dans l'action et on vous expliquera comment on peut faire ça. Alors, première partie, sur les questionnements. On a pris les deux questions qui se posent le plus au niveau français, au niveau international, celles que vous allez voir, que vous avez vues partout. Donc, ce qui est dit, voilà, nous dit-on de façon très large. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le monde surproduit, que la France déconsomme et que le monde déconsomme également. Voilà un peu ce que l'on voit partout, tout le temps, et quelque part, ces deux éléments-là, notamment consommation, ce sont les bases des choix qui ont été faits depuis 1 an et demi, 2 ans dans la filière française. Voilà. Parce qu'on surproduit et parce qu'on déconsomme, alors on a pris des décisions. J'ai lancé, juste un titre informatif, une petite étude universitaire sur la déconsommation, terme extrêmement bizarre, et qui est apparu dans la filière viticole il y a 2 ans et demi, 3 ans. Bon, c'est pas tout. On le saura, j'espère, à l'élection cette année. Alors, première chose sur la surproduction. Que nous dit les statistiques internationales? Déjà, elles nous disent que la production viticole mondiale, elle est au plus bas. Alors, elle est même encore tombée en 2024, parce que vous voyez, alors c'est pas très joli, mais ça, c'est les belles vis de Pierre, et ça, c'est mon bidouillage. Vous voyez, bien sûr, la production viticole mondiale, elle est très variable selon les années. C'est le principe même de chaque millésime qui est soumis aux conditions climatiques. Mais elle est quand même en chute depuis une vingtaine d'années. Et dans les prévisions que faisait l'OIV l'année dernière, on avait une estimation entre 227 et 235 millions d'hectos. On est à 226, donc on est à la fourchette la plus basse. Et on est sur un plus bas, alors pas historique, mais en tout cas sur 25 ans. Et même si on remonte jusqu'aux années 60, on est un plus bas sur cette très très longue période. Alors, cette production, elle ne veut pas dire grand-chose. Voilà. N'empêche que voilà, on est dans une phase de très forte chute de la production viticole. Moi, je veux dire qu'en fait, hier soir, il y avait la conférence de l'OIV. Donc, on a essayé, autant que de donner des informations les plus à jour. Donc, celles-là, les informations 2024 de l'OIV sont d'hier. Voilà. On va essayer de vous donner. Et quand on parle de données, c'est super important d'avoir des données qui sont à jour. Parce que souvent, on prend des décisions, on dit, on travaille sur des données qui ont 2, 3, 4, 5 ans, ça ne veut rien dire. Donc, alors, il faut travailler avec des données qui sont à jour, mais il faut aussi travailler avec des données qui ont une profondeur historique pour pouvoir développer une vraie réflexion. Ce qui est intéressant dans le monde du vin, c'est qu'on a un organisme international qui est reconnu pour faire la collecte des données,
et c'est le seul qui a cette habilitation-là. Et l'OIV, si vous voulez, il y a énormément de données déclaratives, bien évidemment, des différents pays, et l'OIV donc ne considère ces données que dans une durée longue. Voilà, elle publie toujours ces données. Là, on est depuis 2000. Voilà. Après, on était sur une période qui partait quasiment des années 70 jusqu'aux années 2000. Et il n'y a aucune valeur à un chiffre, à une donnée qui est isolée dans le temps. Par exemple, si vous prenez une donnée annuelle ici, bien évidemment que votre approche du marché va être complètement biaisée, surtout si vous la comparez avec celle que vous auriez pu prendre l'année avant qui était là. Donc le vin est un produit qui reste produit par la nature, un produit naturel. On ne peut pas isoler une donnée dans le temps ou même sur une période assez courte. Il faut vraiment une profondeur historique assez longue. Et on y reviendra. Alors, ce que l'OIV nous donne de beaucoup plus intéressant que la production, c'est une donnée, je demande toute votre attention, c'est la donnée, et ça c'est important de mentionner, degré d'équilibre du marché. Donc, le degré d'équilibre du marché, c'est ce qui va nous donner la réalité de la sur- ou la sous-production du marché mondial. Alors, ce qui est très particulier dans le degré d'équilibre du marché, c'est que cet item, il est souvent abordé sur une simple différence entre production et consommation de vin. Mais c'est une donnée partielle, parce que vous produisez dans le monde du vin, et ce vin, il a en fait deux destinations macroéconomiques. Une destination simple et hyper évidente qui est la consommation de vin. Voilà, on fait du vin pour mettre dans des bouteilles et le consommer tel quel, mais on fait aussi du vin pour faire ce que l'OIV appelle, de façon un peu impropre, mais c'est pas grave, une utilisation industrielle. Donc dans cette utilisation, dans cette consommation-là, vous allez avoir les alcools de vin, le plus connu étant le cognac, et vous allez avoir tout ce qui découle du vin, donc les vinaigres, et un certain nombre de produits à base de vin, comme les vins aromatisés. Donc en fait, vous avez, pour mesurer l'équilibre du marché, vous avez une différence entre ce qui est produit et ce qui ensuite est utilisé, consommé directement au vin ou consommé sous une forme industrielle. Et cette partie-là, la partie industrielle, elle est relativement stable. En tout cas, dans les données de l'OIV, elle est considérée comme assez stable et elle est autour d'une trentaine de millions d'hectos. Ça a été même formalisé par l'OIV à 33 millions d'hectos. Alors, c'est assez particulier puisque c'est un marché qui n'est pas celui du vin. C'est pour ça que c'est une estimation, mais disons que c'est une estimation assez stable dans le temps. Donc, quand on fait la différence entre donc la production, la consommation et l'utilisation du vin, on arrive au degré d'équilibre. Et ça donne ça depuis 2000. Tous les ans, eh ben, soit on a une surproduction, c'est ce qui est au-dessus de la ligne pointillée du zéro, et soit on est en sous-production, c'est la ligne du dessous. Donc, vous voyez de façon assez évidente que depuis 2000, on est plutôt en sous-production qu'en surproduction. Et si on fait le total, 2000, 2023, 2024, 2021, on va avoir les résultats. Donc, depuis 2000, il manque en fait 258 millions d'hectolitres pour équilibrer le marché. En clair, on a une sous-production chronique depuis 2000 de 258 millions d'hectos. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez retenu, on produit à peu près 220, 230 millions d'hectos par an. Donc, on a plus d'une année de manque aujourd'hui. Et si on regarde sur la dernière période la plus sous-productive, c'est-à-dire depuis 2007, on est à peu près à 149 millions d'hectos. Donc, on a un déséquilibre du marché, qui est un déséquilibre de sous-production. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi on est dans un déséquilibre du marché, une sous-production qui n'est absolument pas ressentie par les filières, notamment par la filière française? Oui ou pas? C'est dans l'industriel et c'est pas dans la consommation brute? Alors, c'est pas vraiment dans l'industriel parce que, si vous voulez, la base, si vous êtes producteur de vin à Cognac, dans Charente, en Charente-Maritime, que vous produisez du vin à destination de la consommation en IGP ou que vous produisez du vin pour le distiller en Cognac, vous produisez du vin. Ouais, donc, votre marché, il est bien tenu par les deux. Et le marché français, quelque part, il est extrêmement tenu par ça, parce que si les cognaciers ne vendent pas de cognac, les producteurs de Charente, ils vont se mettre à vendre leurs produits en IGP, donc à inonder le marché d'IGP en blanc notamment. Non, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est parce que, on va le voir, le marché du vin, sur cette période-là, mais sur la période même précédente, il a totalement changé. Il a changé, non pas simplement de tendance, il a carrément changé de nature. On parle toujours du marché du vin, mais en fait, le marché du vin d'aujourd'hui n'est absolument plus le même que le marché du vin depuis l'après-guerre. Et c'est ce qu'on va voir, et c'est ce qu'on va voir notamment dans la consommation de vin. C'est-à-dire que si on regarde la consommation de vin dans le monde, la consommation de vin, elle part de 2000, et elle a une première phase de croissance très très importante,
c'est l'arrivée des pays du Nouveau Monde, notamment, c'est l'arrivée en fait des nouveaux pays consommateurs. Et comme dirait Jean-Marie Cardeba, l'économie du vin, elle est ultra sensible à l'économie générale. Dès qu'il y a une crise, la consommation plonge. Et la particularité du marché du vin, c'est que contrairement à énormément de marchés, les courbes sont en V. C'est-à-dire que dès que les effets de la crise s'estompent, la consommation repart. Donc, première crise financière, 2007-2008, la consommation baisse, elle repart. Deuxième lame, c'est l'arrivée de notre ami Donald, qui donc commence une première guerre commerciale avec des taxes, et les marchés s'affolent, baisse de la consommation, reprise très rapide dès que les taxes s'estompent. Et puis là, on va avoir le triptyque magique. Donc, on commence par avoir le Covid. Ensuite, nous avons la guerre en Ukraine et nous avons l'inflation. Donc là, ça s'effondre. Et vous voyez que là, ça essaye de repartir. Mais bizarrement, ça ne repart pas. Et ça même, ça s'effondre. Pourquoi ça s'effondre? Ben, tout simplement parce que pour que l'on puisse consommer, encore faut-il qu'il y ait du vin. Or, il n'y a pas de vin. Il n'y en a pas assez pour nourrir la reprise de la consommation mondiale. Mais on déproduit, et non pas on déconsomme, on produit moins. Et comme on produit moins, on empêche quelque part le marché de repartir. Et on le voit très nettement. Parce que vous voyez qu'il y a une tentative de reprise comme après chaque crise, une fois que les 3 crises sont passées. Et cette reprise, elle est immédiatement stoppée parce qu'il n'y a plus assez de vin. Alors, je vais vous donner la réponse au pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas, nous, en France. On ne le voit pas, et c'est ce qui est intéressant dans la consommation, c'est parce qu'en fait, la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, c'est-à-dire les anciens pays consommateurs de vin, sont le symbole de ce qu'a été le marché du vin et de ce qui n'est plus, ou de ce qu'a été le marché du vin et de ce qu'il est devenu. À partir du 19e siècle, on promeut, les hygiénistes, aujourd'hui vilipendés par la filière, promeuvent la consommation de vin parce que c'est la seule boisson alimentaire saine. Il n'y a pas d'eau courante, et quand il y a de l'eau, elle est souvent très impropre. Donc, ils font la promotion du vin. Le vin devient la boisson alimentaire de base. Elle est extrêmement développée là-dessus, dans les villes notamment, et donc on se met à produire des quantités absolument phénoménales de vins de table. Voilà. Donc, c'est des vins de très très basse qualité, de très faible degré. Et cette consommation de vins de table, elle tient jusqu'à l'après-guerre. Donc, quand on prend le début des grandes statistiques internationales, début des années 60, on a un marché français qui est à 90% un marché de consommation de vin de table, boissons alimentaires. Sauf que dans les années 60, on a la poursuite de l'urbanisation, mais on a surtout une urbanisation qui se fait avec des conditions sanitaires complètement différentes. Et donc, la consommation de vin alimentaire, elle va disparaître. Donc, elle va s'effondrer sur un temps très court au niveau historique, parce qu'elle a mis à peu près 150 ans à se développer. Et là, en l'espace de 40 ans, elle va disparaître. Et elle va être remplacée par une consommation de vin de qualité qui existait bien sûr avant, mais qui était minoritaire, à peu près 10% du marché français, qui va prendre la place. Et c'est pour ça que le vignoble français se restructure complètement pour produire plus que des vins de qualité sous label IGP et AOC. IGP AOP si on prend la norme européenne. Et donc, c'est le symbole, c'est le Languedoc-Roussillon. On arrache des surfaces de vin de table. Il y avait 200 000 hectares de vin de table dans les années 60 et on replante que des vins d'IGP et d'AOC. Et en 1975, ici, se crée l'IGP OC, qui vient totalement booster la production de vin sous label de qualité et bien sûr qui vient booster la consommation. Et donc cette partie-là du marché, qui aujourd'hui pèse 90%, il reste quelques vins de France et qui sont même plus des vins de table, ce sont des vins sans label d'origine, sans origine géographique protégée. Mais bon, il reste 10% de vins de France. Tout le reste, ce sont des vins d'IGP et d'AOC. Et ces vins-là, vous voyez, ils ont été multipliés pas quasiment par ça. Enfin, ils ont fait 400% de progression. Plus personne aujourd'hui ne produit des vins de table comme on les produit dans les années 60. Et on parle toujours du même produit, on parle toujours de vin. Mais c'est plus le même. Donc la consommation de vin de qualité occasionnelle, en fait, elle a explosé depuis les années 60 en France. Et même si elle connaît des mouvements de hausse et de baisse, au moment où apparaît le terme de déconsommation, c'est là, c'est entre 2020 et 2022. Et c'est un moment où il y a, pour le coup, puisque les vins de IGP AOC deviennent majoritaires, c'est un moment où on a une très forte croissance du marché global de la consommation de vin en France. Et aujourd'hui, on le voit en 2023 et 2024, on a là aussi en France du mal en fait, à pousser la consommation, parce qu'on a un problème de mise en marché. Donc vous voyez, on a un marché qui s'est complètement bouleversé, et cette tendance-là, on le verra tout à l'heure au niveau mondial, elle est la même sur tous les pays anciennement consommateurs, ce qu'on appelle la vieille Europe essentiellement,
porté par les 3 grands pays producteurs au monde, Italie, Espagne et France. Eh bien, en Italie, en France et en Espagne, vous avez le même phénomène. Disparition des vins de table, apparition des vins de qualité, arrachage des surfaces de vins de table, restructuration du vignoble pour produire des IGP et de l'AOC. Et tous les néo-opérateurs qui arrivent à peu près ici, sur le marché mondial, les vins du Nouveau Monde, donc les vins australiens, chiliens, américains, sud-africains, etc., ils sont produits sous des labels de qualité, même si ce n'est pas les labels européens. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Monde, donc Brésil, Inde, potentiellement Inde, on verra, et Russie, pour prendre les 3 plus gros, produisent bien sûr que des vins de qualité. Donc tout le monde se positionne sur ce marché-là. Et donc dans la consommation mondiale, elle est bien dominée par des vins dits de qualité. Il n'y a même plus de classification, de différenciation dans les stades de consommation OIV entre vins de table et vins de qualité, ce qui était le cas jusqu'au milieu des années 2000. Depuis, c'est fini. Parce que cette consommation de vin de table n'existe plus. Donc, juste si tu permets de rester là-dessus, donc ça veut dire que déjà, le sujet des consommations dont on entend tous parler, en fait, si on gratte un peu, si on soulève un peu le tapis, c'est pas aussi simple que ça. Et quand on parle beaucoup de changement d'habitude de consommation, il y a encore un phénomène qui est beaucoup plus massif que ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la transformation du vin pour arriver à des vins de qualité qui, eux, sont consommés de plus en plus. En effet, même s'il y a une baisse effectivement tendancielle globale, on arrive quand même à, on voit bien que déconsommation, c'est plutôt stabilisation de la consommation. Parce qu'on voit bien que c'est, et on en parlera tout à l'heure quand on discutera des prévisions, que en fait, la déconsommation, c'est plutôt en France, on se stabilise. Vous voyez, 2023-2024, l'écart, il est quand même relativement faible en termes de volume. Et juste pour info, pour donner un petit point de repère, la consommation française de vin, c'est à peu près 11% dans la consommation mondiale. C'est 11%. Donc, on est quand même des bons consommateurs et encore, on en a sous le pied. J'ai juste une question. Est-ce qu'on commence à observer, si on prend peut-être les 15 dernières années maintenant, une différence notoire entre la consommation de vin AOP? Oui. On a en fait, il y a eu, alors il y a plein de phases différentes parce que on le verra, il n'y a pas eu qu'une transformation, une transformation de la consommation, il y a aussi une révolution de la distribution qui va arriver plus tard, à peu près en 2010, donc qui va changer aussi la structure de la consommation. En fait, il y a dans les yeux du consommateur, dans l'approche du consommateur, il reste une pyramide qualitative et de prix. Donc 20 France, 20 d'IGP, 20 d'AOC. Ça reste extrêmement marqué, à peu près dans tous les circuits. Simplement, vous avez l'arrivée d'AOP de masse, d'IGP de masse, j'ai parlé de Pays d'Oc, qui est la plus grosse, mais vous en avez dans quasiment toutes les régions. Hein. Dans la Loire, vous en avez notamment une qui est assez puissante. Et donc, en fait, vous avez un arbitrage à la fois en termes de production pour le vigneron et de consommation pour le consommateur, entre 2 labels qui sont finalement relativement proches quand ils portent les valeurs d'un vigneron, notamment indépendant. Après, l'IGP a plus tendance à être utilisé par les opérateurs de masse, les grosses caisses coopératives ou certains négoces, sur des produits de marque. Mais c'est pas fondamentalement, même si l'IGP peut être considéré comme un peu plus dynamique que l'AOC dans sa consommation, c'est compliqué parce que si vous voulez, là encore, si on devait décortiquer les deux, vous avez des IGP qui sont positionnés comme des AOC, clairement, par le producteur, qui sont même parfois vendus plus cher, et qui sont simplement, entre guillemets, déclassés en IGP parce que les conditions de production sont plus souples. Enfin, les rendements sont plus larges et les contraintes de production sont moins élevées. Et puis aussi parce que vous avez toute une apparition depuis une dizaine d'années de producteurs qui veulent décorseter leurs appellations en utilisant des nouveaux cépages, par exemple, ou en des assemblages. Et ces nouveaux cépages, ces assemblages sont interdits par le cahier des charges. Donc, pour se défaire de ça, ils basculent en IGP et certains même vont jusqu'à basculer en France. Alors, c'est compliqué, si vous voulez, de vous donner des tendances précises qui seraient des tendances réelles de consommation. C'est plus, là, on est plus presque dans une logique d'offre que dans une logique de consommation. Et si vous regardez ce qu'on vient de dire, en fait, ce qu'il faut conclure de cette partie-là, c'est que le marché du vin, c'est plus du tout un marché d'offre et de demande. Ça n'existe pas dans le marché du vin, l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que vous avez un produit qui n'est plus un produit alimentaire, qui est consommé comme un produit culturel. Faites un arbitrage entre boire une bouteille de vin ou boire d'autres boissons qui ont à peu près le même statut, mais vous pouvez même faire l'arbitrage entre acheter une bouteille de vin et aller au cinéma,
aller au théâtre ou vous payez une petite expérience, je sais pas, dans un musée ou que sais-je. Oui. Donc, on ne peut pas considérer, si vous voulez, que la demande, entre guillemets, de consommation impacte la production, c'est même l'inverse, c'est ce qu'on va voir après dans la deuxième partie. C'est fini après demande. Or, toute la filière française, elle reste absolument marquée par la logique économique, donc dépassée aujourd'hui dans le marché du vin d'offre et de demande. C'est ce qui lui pose aujourd'hui de nombreux problèmes. J'ai une petite question, du coup, si on parle de déconsommation depuis quelques années, c'est uniquement parce qu'on compare les consommations en volume d'il y a 60 ans au volume d'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Exactement. Quand est apparue la déconsommation, donc ici, elle n'existait plus. Ben voilà, on est parti sur cet élément. On a comparé le temps béni des années 60 où on consommait 140, 150 litres par an et par habitant, à aujourd'hui où on est à 45 et on est à 70% de moins. Sauf que c'est très, j'allais dire, malhonnête intellectuellement. Pas comparer le gros rouge qui tâche des années 50, c'est-à-dire des vins de table à 5-6 degrés de qualité. Aujourd'hui, personne ne pourrait boire ça. Hein, c'est totalement imbuvable. Souvent, d'ailleurs, c'est coupé avec de l'eau. Hein. Voilà. Avec ce qu'on consomme aujourd'hui. On ne peut pas comparer, si vous voulez, le litre de vin qui était donné aux travailleurs ou aux soldats, qui accompagnait quelque part la journée pour pouvoir se déshydrater, hein, en tout cas avoir du liquide, avec ce qu'on boit aujourd'hui. Et aux écoliers. Et même aux écoliers, jusqu'en 1954. Après, ça a été retiré des cantines, en 54 ou 56. Donc oui, même dans les écoles, on servait du vin. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans la statistique INSEE, quand on parle de consommateurs et de non-consommateurs de vin, on considère que le consommateur potentiel de vin en France, c'est le Français ou la Française âgé de plus de 15 ans. Donc on est encore dans un truc où 15-18, mais c'est considéré, c'est-à-dire que la population française est prise âgée de plus de 15 ans. Et donc quand on parle de non-consommateurs, donc 15-18, de toute façon, théoriquement, ils n'ont pas le droit. Donc il y a quand même une petite masse de non-consommateurs obligés. Alors, si on bascule sur la réflexion, on va détailler cet écart production-consommation, on va regarder aussi pourquoi, en fait, en France, on est dans une situation si difficile et si paradoxale, et puis on va donc s'attaquer au sujet très à la mode de la recherche. Alors, ça, c'est Jean-Marie Cardeba, c'est son étude menée depuis quelques années. Donc, si vous voulez, les économistes qui aiment bien la macroéconomie travaillent sur ce qui impacte par un marché. Et donc, ils sont partis de la base historique où la consommation et la production s'équilibrent, donc dans cette fameuse rapport offre-demande, et où bien sûr tout le monde pense que c'est la consommation de vin qui impacte la production. Et quand ils ont fait ce schéma-là, ils se sont rendus compte que c'est exactement l'inverse, pour une raison très simple, qui est double et qui est à la fois actuelle et puis historique. Au niveau historique, eh bien, quand vous produisez du vin, il est très rarement, enfin il n'est pas du tout consommé instantanément. Hein, la vendange se fait entre le mois d'août et le mois d'octobre, et la commercialisation, elle ne débute au plus tôt qu'à partir de février. Donc forcément, si vous voulez, la production n'a pas le temps de réagir à la consommation. Elle se fait avant la mise en marché. Donc ça, c'est la première raison, c'est une raison historique. Mais surtout, comme le vin n'est plus une boisson alimentaire, eh bien, je ne consomme, et c'est cette courbe-là, que parce qu'il y a du vin disponible. En clair, quand je vais sur le marché et que je veux me payer à un moment une expérience sympathique, conviviale, etc., eh bien, je vais arbitrer, et si j'ai le bon produit qui m'est proposé, je peux l'acheter. Si je ne l'ai pas, je ne l'achète pas, et je ne ferai pas de révolution. Je ne viendrai pas taper, je ne viendrai plus taper à la porte des producteurs pour trouver du vin quand il n'y en a pas sur le marché. Quand il n'y en a pas sur le marché, je n'en achète pas. Alors, le Covid a montré ça de façon extrêmement caricaturale. J'aime bien citer cet exemple, puisque quand vous avez eu le Covid, vous avez certains pays, comme en Australie, qui ont carrément rationné le vin. C'est-à-dire que quand vous étiez en Australie et que vous alliez chez un caviste, vous ne pouviez acheter qu'une caisse de vin. D'accord, j'étais. Vous y étiez? Et vous aviez beaucoup consommé? C'est ce qu'on nous a dit ici. Moi aussi, hein, je vous rassure. J'ai travaillé dans les spiritueux et ça a été les meilleures années. Hein. Oui, c'est sûr. Ça a été la petite reprise post-Covid. Ouais. Mais les gens ont consommé plus les spiritueux. Et vous pouviez acheter. Enfin, moi, ce qu'on nous a mis dans la presse à l'époque, c'est qu'on pouvait acheter qu'une caisse. C'est pas vrai? On est sur le vin, pas les spirites. Sur le vin. Là, on est sur le vin, on n'est pas sur les spirites. Et sur le marché américain, on le voit, parce que sur le marché américain,
dans les opérateurs de consommation, vous avez des moments où les opérateurs du marché sont en rupture. Ce n'est pas parce qu'ils sont en rupture qu'ils vont venir chercher des opérateurs de production pour combler leur rupture. Il n'y a pas de vin, ben on met autre chose à la place, on boit autre chose à la place ou on ne boit rien. Alors, il y a un effet aussi sur cette pente-là, que tu n'as pas cité tout à l'heure. Elle aurait pu être un tout petit peu moins sévère si la Chine avait continué à consommer. Donc, la chute de la consommation de la Chine, c'est 50% de la chute de la consommation mondiale, à partir de 2018. Donc, ça a accéléré cette courbe. Voilà. Et ça n'a toujours pas repris, ça n'a pas repris. Devant. On va faire un focus Chine, si ça vous intéresse. En 2 minutes, la Chine, elle n'était pas membre de l'OIV. Et donc, tous ces chiffres étaient totalement déclaratifs. Et vous connaissez les Chinois. Les Chinois, ils donnent des chiffres qui correspondent aux objectifs qui sont fixés. Voilà. Donc, un petit exemple simple, c'est qu'à un moment donné, ils ont annoncé qu'ils avaient planté 1 million d'hectares. Voilà, c'était le plus beau premier vignoble du monde et ils ne produisaient pas. Voilà, je crois qu'il y a la moyenne, c'était 2 hecto-hectares. Voilà, donc, en fait, les chiffres de consommation des vins chinois étaient très largement picotés. Hein. Il y a eu beaucoup de signalisation. Ils importaient des produits pour ensuite remettre une étiquette vin de Chine dessus. Et puis, il y a eu toute une phase aussi où il y avait beaucoup d'importations liées aux cadeaux, qui ont été très largement diminués par les lois anticorruption. Et donc, ces cadeaux n'étaient pas consommés. Ils étaient mis sur une étagère pour faire beau et puis pour être des éléments de statut social, mais ils n'étaient pas consommés. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que le marché chinois s'est assaini, ce qui est aujourd'hui déclaré, puisqu'ils sont membres de l'OIV, donc c'est à peu près contrôlable, et on peut considérer que le marché chinois, il est normal. Et les marchés d'émergence, comparé à la Chine aux États-Unis il y a une 60aine d'années, tous les marchés émergents, ils partent très bas et ils progressent lentement, parce qu'il faut éduquer la population, il faut que les classes moyennes notamment viennent aux produits, et la croissance se fait au même rythme en Chine qu'elle s'est fait dans tous les pays émergents, c'est-à-dire très progressivement, c'est de l'ordre de 5 à 10% par an, ce qui est énorme, hein, mais sur des bases de départ qui sont toutes petites, donc forcément pas avec l'espèce de dinguerie qu'il y a eu quand les Chinois se sont mis à importer du vin en masse. D'autres marques sur la Chine, en termes de surface de vigne, c'est à peu près la France, à 10% près. Hein. Donc et en termes de 60% de ce qui est déclaré il y a. Et en termes de production, ce qui est déclaré aujourd'hui à l'OIV, c'est qu'ils produisent 15 fois moins que la France. On est à peu près dans les mêmes proportions en termes de. Et ils produisent 15 fois moins. Alors, quelques commentaires supplémentaires là-dessus. Sur ce sujet, je vous renvoie, on a créé l'an dernier un baromètre, une sorte d'observatoire des prévisions de la consommation, avec donc Jean-Marie Cardeva. Et donc ça, c'est un des indices qui est tiré de cette analyse-là. Donc je vous renvoie, je ne fais pas de pub, mais je vous renvoie à mon site vinotracker.fr. Vous pouvez télécharger le document qu'on a fait l'an dernier, qui s'appelle le baromètre, sur lequel on a expliqué, on a mis au point donc un modèle, 2 modèles, un modèle économétrique et un modèle de causalité. Et donc, on a établi une causalité entre la production et la consommation. Plus on produit, plus on consomme, moins on produit, moins on consomme. Donc ça, je vais pas vous faire l'article ce soir. Je vous renvoie à ce document que vous pouvez télécharger. On vous l'explique de manière très claire. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ce qu'on a voulu aussi analyser, on est allé chercher vraiment des grands volumes de données. Donc, on a travaillé avec l'OIV, on a travaillé aussi avec une base, une base australienne, de chercheurs australiens, Adélaïde, qui suit depuis 1800 et quelques la production, la consommation de vin. Alors évidemment, il y a des trous dans la raquette, mais globalement, depuis le début du siècle, depuis le 20e, ils ont vraiment une data de grande qualité. Et on a ajouté, pour faire tourner des modèles économétriques, l'objectif c'était de savoir est-ce qu'on peut prévoir la consommation mondiale et la consommation des différents pays. Est-ce qu'on peut le prévoir? Et donc, on s'est lancé dans ce pareil-là, et on a abouti à un certain nombre de choses. Et à l'ensemble des données de production et de consommation, on a ajouté des variables macroéconomiques assez simples, inflation, croissance PIB, et on a fait tourner nos modèles économétriques. Donc, on va vous raviver quelques prévisions qu'on avait fait l'an dernier. Ce n'est pas complètement exact, mais qui ne sont pas complètement à côté de la plaque non plus. Et tout ça pour dire que si on a des données de qualité, propres, clean, si on y adjoint un certain nombre de données, des variables, là en l'occurrence des variables économiques, ben, on peut, avec des modèles, je ne parle même pas d'intelligence artificielle, je parle de modèles économétriques, d'algorithmie, commencer à avoir des choses intéressantes en prévision. Donc on peut imaginer aussi d'avoir des modèles de cette nature sur
la distribution, sur des prix, etc. Donc ça nous donne quelques idées. Et là, on est en train puisqu'on a les données de Millet depuis hier soir, on est en train de faire former les modèles et probablement la semaine prochaine, on publiera quelque chose sur les prévisions 2025-2026. Alors, pour vous donner les bases de la perspective, voire de la prospective, sur le temps long, là, on traduit ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez en Europe ici, donc, essentiellement France, Espagne, Italie, consommation de vin de table, effondrement, disparition des vins de table et progression des vins d'appellation et d'IGP. Ensuite, vous avez l'émergence des nouveaux pays consommateurs, c'est extrêmement important, qui viennent tirer la consommation mondiale. Donc, vous avez aussi un marché, et c'est important, on va le voir après, tout à l'heure, on a un marché qui devient mondial. Ici, vous voyez que même jusqu'au milieu des années 90, c'est l'Europe, et c'est essentiellement 3 pays, qui font à la fois la production et la consommation. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est le reste du monde, bien évidemment, qui pèse plus que l'Europe, mais c'est surtout, si vous voulez, la conséquence de ce que l'on a fait, c'est-à-dire la conséquence de la transformation du vin, qui n'est plus ce vin de table, donc de consommation alimentaire, et qui est un vin plaisir, du coup, qui devient une sorte de soft power pour l'Europe pour pouvoir exporter cette façon de consommer dans l'ensemble des pays du monde, dans de plus en plus de pays du monde. Alors, si on le prend au niveau de certains pays, on en prend ces deux, donc voilà ce que donne la prospective ou la perspective pour la France. Ça, c'est des publications, ça c'est avril 2024, c'était un an. On va publier ça il y a un an. Donc, vous voyez les tendances dont on parlait tout à l'heure, hein, les reprises, etc. Et, bon, même si pour l'instant on est un peu en dessous, parce qu'on est plutôt par là. C'est un peu planté. Voilà, Voilà, 3 millions d'hectolitres. Mais on voit qu'en fait, ce qui est montré là, c'est quand on fait de la prospective, c'est quand on regarde en fait ce qui est tendanciel sur le marché. Après, vous avez d'autres éléments qui viennent impacter cette prospective et bien évidemment, la première chose qui vient impacter, c'est à la fois ce qui est disponible sur le marché, donc la production, et aussi l'image que l'on donne du produit. En France, on a un vrai problème d'image. Alors, pas chez les consommateurs, en tout cas, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas du tout le cas dans les études de consommateurs, mais par contre, c'est le cas chez les producteurs, ça c'est sûr. Alors, pour insister encore sur ce sujet, sur cette réflexion, donc la consommation, la déconsommation, c'est pas quelque chose, c'est pas simpliste. C'est pas simpliste, c'est pas qu'une courbe comme ça de tendance. Donc, et pas non plus que des habitudes de consommation. Le produit n'est pas le même, d'une part, et on peut difficilement dissocier une analyse de consommation et de déconsommation finalement d'une analyse économique. C'est-à-dire que, évidemment, si on a une croissance PIB dans un pays, on consomme plus, s'il y a une inflation, on consomme moins. Et donc ça, et dans les modèles de réflexion aujourd'hui de la filière, dans le monde en général, mais en France en particulier, on n'a pas cette finesse-là. Et donc, c'est ça aussi qu'on essaie d'introduire dans tout ce qu'on raconte, et merci de nous écouter sur ce sujet, c'est que, voilà, c'est pas si simple, mais c'est pas si compliqué non plus. C'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir des critères un peu objectifs et les analyser pour avoir une approche un peu prospective. On va revenir sur l'export tout à l'heure, parce que c'est extrêmement intéressant. Et si on arrive à avoir une réflexion scientifique, alors, il ne faut pas faire que du scientifique, mais si déjà on a un petit peu de scientifique, on peut s'apercevoir, si on regarde un petit peu les différents pays, donc on va faire tourner les modèles cette année sur une dizaine de pays, dont les pays qui sont les grands marchés où la France exporte, l'Allemagne, évidemment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc on va faire tourner les modèles, et c'est finalement, si on donne un peu de crédit à cette approche un peu scientifique, ça peut orienter aussi la filière. Ça peut orienter l'export. C'est-à-dire que s'il y a des pays qui sont des pays pas qu'émergents, des pays qui sont plus en voie de développement, où il y a des prévisions de croissance, avec des inflations relativement stables, etc., ça donne des clés et des outils pour les producteurs pour aller plutôt orienter un export, plutôt dans un pays, ou de renforcer sa position dans un pays, plutôt que dans un autre. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments clés pour aider la filière à prendre des décisions. Donc ça, on le fait de manière macro, mais on peut descendre aussi de manière micro, dès lors qu'on a des datas et des données un petit peu de qualité et avec une profondeur assez significative. Mais c'est possible. Quand on discute avec un producteur, on est capable de remonter à 4, 5, 6 ans. Après, il faut ramer, il y a des manquants, il y a des machins, il faut faire des extrapolations, mais on peut trouver des choses intéressantes. Alors voilà ce qu'est dans l'évolution et la perspective le premier marché mondial de consommation aujourd'hui. Donc vous voyez que si on parle des années 90, c'était entre guillemets un petit marché, et aujourd'hui c'est devenu le premier. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve dans la courbe des crises
on retrouve comment dire, les montées et les descentes du PIB américain, en tout cas les tensions qu'il y a sur la richesse des États-Unis, mais on voit ce qu'est un marché émergent. En fait, un marché émergent, il y a un marché qui se met à consommer du vin. D'abord, il ne cesse jamais de progresser. Alors, quelles que soient les crises ou les hauts et les bas, il continue à progresser. On ne sait pas jusqu'où pour le marché américain. Dans la prospective, on pense qu'il y a encore il y a un fort potentiel de croissance parce que le nombre de litres par habitant aux États-Unis est encore très inférieur comment dire, à ce qu'on établit comme étant une courbe qui rassemble en fait les différents pays, puisque globalement, vous avez des pays comme la France qui ont baissé pour passer sur le vin plaisir et des pays qui augmentent, et ils tendent tous vers à peu près le même nombre de litres par an et par habitant. Voilà, donc on sait, enfin, quand on peut prévoir qu'aux États-Unis, il y a encore un très fort potentiel, et vous voyez ce que donne un grand pays qui se met à consommer du vin. Donc si on ouvrait demain un autre pays, alors on a commencé à ouvrir la Chine, imaginez si la Chine se met à consommer du vin comme les Américains, voilà. Et on a des pays émergents. Il y a l'Inde aujourd'hui qui se pose beaucoup de questions sur le vin. Enfin, il y a plein de pays qui sont encore très largement peu ouverts ou très peu ouverts au vin, qui donnent des perspectives de consommation très importantes au vin. Mais alors, sur les États-Unis, on était meilleur. Ouais. Notre prévision qui était à 33,7. Les Américains ont consommé, les États-Unis ont consommé en 2024 34 millions d'hectolitres. Donc on n'était pas très loin parce que le modèle économétrique chez les États-Unis il est un peu plus robuste, parce qu'il est un peu plus fin. Donc ça veut dire que voilà, encore une fois, on ne parle pas des tarifs, des machins, des tromperies auxquelles voilà. Hein, mais ça veut dire qu'on a des perspectives. C'est 25% de l'export français, hein, les États-Unis. Donc voilà, on peut encore aller chercher des marchés, on peut encore aller chercher des choses intéressantes. Et les États-Unis, c'est un pays très intéressant, il faut le suivre. Donc c'est pour ça qu'on va suivre les pays les plus importants pour voir un petit peu, et on essaie de faire passer ces messages-là. Si on élargit la focale, Allez, oui. Juste pour savoir, vous incluez aussi les effervescents et les champagnes? Oui. Là, on est sur la consommation globale de vin. Tranquille et effervescente. Sur les 33 000 millions. Vous savez la part des vins américains à l'intérieur qui sont consommés? Bien sûr. Ouais. C'est quoi? Là, vous me posez une colle de tête, je ne sais pas. De mémoire, c'est minoritaire. Hein, mais je vais pas dire une bêtise. Pour moi, c'est 40% et 60%, mais c'est une idée très. Vous parlez des facteurs économiques qui permettent de faire ces perspectives et qui peuvent influencer la mise en marché, pour notamment nous, exportateurs français vers les États-Unis. Mais typiquement, les facteurs politiques peuvent avoir une grosse incidence. Et donc là, dans les années à venir, c'est quand même beaucoup difficile, surtout pour les metteurs en marché français, de dire est-ce qu'on va vraiment réussir à atteindre cette perspective de consommation quand on sait que du jour au lendemain, il y a des décisions qui peuvent être prises envers les vins de notre pays et c'est ce qu'ils consomment essentiellement. Du coup, est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez pour inclure dans vos... Alors, aujourd'hui, il y a celui qui est capable d'établir un modèle stable sur 30 millions de prévisions de taxes douanières. J'aimerais bien le rencontrer. Qui peut prévoir les décisions raisonnables? C'est impossible. C'est super difficile. Donc, non, il n'y en a pas. Enfin, on n'en a pas. Travailler déjà sur le trait de croissance, de PIB, de variables macroéconomiques qui sont unanimement reconnues. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Déjà, le mettre en scène, c'est pas forcément aisé. Donc, non, il n'y a pas de sujet politique, c'est très compliqué. Ce que l'on sait, c'est que les États-Unis sont encore plus que le reste du monde sensibles aux éléments de crise extérieure ou aux éléments d'évolution économique, mais encore plus que les autres, ils remontent tout de suite. Et si on prend les grandes crises qu'il y a eu, de la crise financière notamment, et la première taxe Trump, ce que l'on voit, c'est que ça a participé plus on en reparlera tout à l'heure si vous gardez votre question en tête pour la distribution, ça a plus contribué à changer on va faire évoluer de façon plus accélérée le modèle de distribution que le modèle de consommation. Donc, en fait, ce que l'on voit surtout, c'est que les crises, elles accélèrent les tendances dans le monde du vin. Le Covid a été un exemple parfait. Ça accélère les tendances plus que ça les change. Puisque les tendances, en fait, dans le monde du vin, et c'est des tendances, on va tout à l'heure des modes, les tendances, elles sont très, très, très longues.
Voilà. Et le marché du vin, même le marché du vin de consommation, de vin de qualité, occasionnelle, etc., c'est un marché qui a des tendances très très longues, très lourdes. Alors on peut imaginer, si vous voulez plus que le prouver, mais on peut imaginer que c'est lié au statut du vin. C'est-à-dire que le vin est un produit aujourd'hui totalement culturel, c'est un produit, comment on va dire, qui est chargé de tellement de valeurs d'histoire et de partage, que voilà, on ne révolutionne pas la consommation, les modes de consommation très rapidement. Alors si on regarde, si on élargit la focale historique, vous avez bien ici comment dire, l'évolution, enfin, en tout cas la progression énorme de la consommation de vin de table qui s'effondre, et vous avez ensuite la reprise des vins de qualité impactés par les différentes crises. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans la prospective, on peut presque isoler deux évolutions possibles. Une qui serait l'effondrement réel, parce qu'après tout, on peut imaginer que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la baisse de la consommation mondiale elle ne repart pas. Si elle ne repart pas, on irait vers une forme de disparition. Alors, pas complète, bien évidemment, enfin, en tout cas, on peut l'imaginer, mais en tout cas de rétrécissement du marché du vin, notamment sur ces marchés de consommation locale. Voilà, c'est-à-dire la France produirait du vin pour la France, l'Italie pour l'Italie, etc., etc. Ça posera des problèmes à certains pays, on le verra, mais ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qui s'envisage. Ou alors, on va être vers ce qui serait la tendance de la consommation, c'est-à-dire à la fois de par les consommateurs des pays mûrs et de par l'émergence des nouveaux pays consommateurs ou des nouveaux consommateurs dans les pays existants. Et là, pour le coup, on repart sur une croissance assez forte. Maintenant, je vous laisse, chacun fera ses choix en fonction de ces deux grands scénarios. Mais c'est très important parce que si c'est la production qui impacte la consommation, ça veut dire que c'est aux producteurs de chaque pays de décider quelque part presque de quel scénario ils vont s'inspirer. Puisque c'est en mettant du volume sur le marché qu'on peut impacter l'un ou l'autre des deux scénarios. Alors ça va s'illustrer de façon extrêmement intéressante et paradoxale pour la France, pour l'internationalisation, c'est-à-dire pour l'export. Que si vous avez vu toutes les courbes qu'on vous a présentées depuis 2000, c'est des courbes en yo-yo. Vous avez une courbe qui n'est pas du tout en yo-yo, c'est l'export. C'est l'internationalisation du vin. C'est-à-dire que le pourcentage de vin consommé venant de pays tiers a explosé sur les 20 dernières années. Le marché du vin était un marché de production et de consommation locale, c'est devenu un marché de production pour la consommation locale et pour l'exportation. Aujourd'hui, 80, presque 100 millions d'hectolitres, on est à peu près à 40% de la consommation mondiale, se font par l'exportation. À la fois en volume et bien évidemment avec une très forte valorisation des marchés d'export, puisque la valeur a progressé bien plus vite, presque 3 fois plus vite, 3-4 fois plus vite que le volume. On voit quand même que, y compris le marché d'exportation, commence, mais il n'a quasiment pas été touché par les crises. Il y a des toutes petites variations. Là, on voit que problème de disponibilité, problème de volume destiné à l'exportation. Là, ce n'est pas lié du tout aux crises, même si on a le début de la crise Covid, machin, qui est là, l'inflation, c'est plus lié à la disponibilité sur les marchés. Et on voit un autre phénomène très intéressant pour les vins français, très problématique pour les vins français. On voit une certaine forme de fin de la valorisation sans limite. On voit une stabilisation de la valeur depuis 3 à 4 ans sur des niveaux de prix assez élevés pour le marché du vin au niveau international, mais plus avec cette espèce de linéarité absolue des 30 dernières années. On verra si ça dure ou pas, hein, mais voilà. En tout cas, on a un phénomène, on va dire, de premiumisation du vin dont on parlera tout à l'heure, mais qui se fait plus sur le cœur de gamme que sur le haut de gamme. Alors, dans ce cadre-là, pourquoi on parle de paradoxe français? Parce que quand on regarde la situation de la France depuis 2000, notamment par rapport à ces deux principaux concurrents que sont l'Espagne et l'Italie, et bien voilà ce qu'on obtient. Donc si on part de la situation de départ, vous avez deux pays qui dominent le monde au niveau de l'export, c'est la France et l'Italie. On voit que la France et l'Italie sont soumises à la fois à partir de 2000 à la concurrence internationale, mais surtout à la restructuration de leur vignoble qui n'est pas tout à fait finie entre vin de table et vin de qualité. Une fois que c'est établi, on considère que c'est à peu près par là. Oui, c'est le moment où les deux courbes de consommation se croisent en France. C'est aussi le moment où arrivent tous les vins du Nouveau Monde et c'est le moment où arrivent les Espagnols. Et là,
On a un gagnant, un perdant, ou deux gagnants, un perdant. On a l'effondrement de la part de marché de la France, passe d'une vingtaine de pourcents, on va dire autour de 22% ici, à moins de 13% aujourd'hui, moins de 14% aujourd'hui. Et on a les deux gros opérateurs, Italie et Espagne, qui eux se partagent à peu près chacun une vingtaine de pourcents du marché, et qui se battent chaque année pour la première place. Il s'agit bien évidemment de volume. Pourquoi de volume et pas de valeur? Parce que bien sûr, si on prend la courbe de valeur, la France, elle est là, et les autres sont là. Mais pour deux raisons. La France est le seul pays au monde qui exporte quasiment toute sa production en bouteille. Tous les autres pays exportent en mixte vrac et bouteille, avec pour l'Espagne 70% de vrac, 80% de vrac, et pour l'Italie beaucoup moins, mais tous les pays sont sur un modèle mixte. Donc forcément, quand vous exportez des vracs, vous exportez beaucoup moins cher que des bouteilles. L'autre point, c'est que dans le poids du chiffre d'affaires export de la France, vous avez les grands crus, les grands vins, entre guillemets, toutes les régions françaises, et les champagnes qui font exploser la valeur. Mais comme on voit qu'on est aujourd'hui prisonnier d'un effet ciseau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire croître la valeur sans fin, on voit bien que pour la France, le ciseau est assez cruel, puisque on a du mal aujourd'hui à exporter nos vins. Ce n'est pas la compensation de la valeur qui se fait que sur quelques vins qui peut permettre de sauver le modèle. Donc on a vraiment cette difficulté-là majeure. Quelques chiffres là-dessus. Alors, je n'ai pas encore la réponse à votre question. Hein. Mais globalement, dans le monde, 47% du vin est importé. C'est-à-dire que quasiment une bouteille sur deux, mondialement, hein, en moyenne, elle est importée. Donc, ça donne quand même une petite idée. Et les chiffres intéressants pour justement avoir des points de repère par rapport à la valeur et au volume, en moyenne, dans le monde, les Fernet-Seuil, il est valorisé à 7,90 €. Le vin tranquille, il est à 4,7. Le Bag-in-Box, il est à 1,9. Et le vrac, il est à 0,8. Il n'est même pas à 1 € du litre. Hein. Ce n'est pas du 75, c'est du litre. Et en très légère baisse. Donc, voilà. Et donc, effectivement, et on voit d'ailleurs, on commence à voir en France le marché du vrac, comment ça se réorganiser, comment ça se redynamiser. Et c'est pas ça, hein, le vrac. Il est très, très bon vin. C'est quelque chose qu'il faut vraiment commencer à développer. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est que est-ce qu'on serait en crise réellement si on avait fait évoluer notre modèle comme on a fait évoluer notre marché? Si je prends le début de lointain de la période, on est sur une production française qui est autour de 50 000 hectares, qui est assez stable depuis les années 60. On produit grosso modo une cinquantaine de hectares tous les ans. C'est sûr, c'est très variable, mais quand on est sur on est à la base sur un modèle où on produit essentiellement pour la consommation intérieure, donc en 95, 35 millions. Mais dans les années 60, quasiment à 90% de cette production-là, elle est signée aux vins de table. Donc on produit pour la France et on exporte peu. Mais comme on produit de moins en moins de vins de table, il n'y a plus de produits, il n'y a plus de boissons alimentaires, la consommation intérieure ne se reconcentre que sur le vin au CIGP. Et donc, si vous voulez, c'est 25 millions d'hectolitres en moyenne qu'on produit aujourd'hui, sauf qu'on n'exporte que 12 millions et demi d'hectolitres. Donc forcément, il y a un déséquilibre. Mais si on avait maintenu notre part de marché du début, alors pas 95, mais de 2000-2001, eh bien l'année dernière, et cette année d'ailleurs aussi en 2023 et 2024, on aurait exporté 10 millions et demi d'hectares de plus. Si vous rajoutez 10 millions et demi d'hectares de plus, on est ici à 23 millions et on équilibre quasiment production et mise en marché. Donc c'est bien parce que le modèle d'exportation français n'a pas suivi l'évolution du marché de consommation mondiale, n'a pas suivi la globalisation que notre modèle de production il est en crise. On ne produit pas du vin aujourd'hui pour le marché intérieur. Si on ne produit du vin que pour le marché intérieur, ou de façon majoritaire, ce n'est pas 10% du vignoble qu'il faut racheter, c'est la moitié. Et on change complètement de modèle, de perspective à long terme. Si on veut rester sur un modèle d'exportation, et je dirais que si on regarde les demandes ou les attentes des consommateurs mondiaux, je ne vois pas pourquoi on se priverait du marché export, eh bien, voilà, on a une énorme problématique qui est en tout cas une problématique prioritaire, qui est celle de l'exportation. Comment est-ce que vous expliquez que la France a complètement perdu ses parts de marché face à l'Espagne? Alors, je ne sais plus si on l'a illustré. On l'a illustré ou pas? On l'a illustré en partie. J'ai mis l'étude de France Également ou pas? Je ne sais plus. Bon, la réponse, si on revoit le truc après, je me suis. En fait,
Quand en 2001, la France commence à décrocher complètement au niveau de part de marché volumique, France Agrimer lance une étude de compétitivité mondiale qu'ils ont fait de 2001 à 2017, et puis mystérieusement, elle a disparu. Pas de mystérieusement. Et en fait, dans cette étude de compétitivité, ils prennent les 9 puis les 15 plus gros pays exportateurs. Donc, on a tous nos concurrents. Et ils définissent des critères. Alors, c'est subjectif, hein, mais l'avantage, c'est qu'ils suivent ces critères donc, pendant plusieurs études. Tous les 2 ans, ils font une étude. Et ils se rendent compte que la compétitivité de la France, alors que on passe en 2001 de la première place mondiale, enfin là, on commence à décrocher, mais bon, on est quasiment premier. 2017, dernière étude, on est troisième, comme vous l'avez vu. On reste parmi les 2 pays les plus compétitifs au monde. On est même plus compétitif en 2017 qu'en 2001, puisqu'on était quatrième en 2001. Et dans tous ces facteurs de compétitivité, donc là aussi, on se dit, ah ben non, pourquoi on n'y arrive pas? Il y a un facteur, enfin un groupe de facteurs qui décroche complètement. C'est le seul qui est consacré, non pas à l'amont, mais à l'aval. Le seul qui est consacré à la commercialisation. Ils appellent ça, capacité des opérateurs à conquérir les marchés. Voilà. C'est le seul groupe, dit-elle, où on s'effondre, on passe de la 5-6e place ou de la 4-5e place à la 9e place. Et même en 2015, je crois, l'avant-dernière étude, on est 14e sur 15. Voilà. Et on le reverra tout à l'heure. Donc en fait, on a une problématique d'exportation qui est vraiment liée à la façon dont on met en marché, et on en parlera en détail tout à l'heure. Alors, on peut regarder aussi, au-delà des parts de marché, la façon dont nos 3 pays abordent l'export. Si on regardait France, Italie, Espagne, ça, c'est plus la part de marché, c'est la part des volumes produits et exportés. Ben, l'Espagne, elle est à 73%, l'Italie à quasiment 56%, et nous, on est à 26,5%. Et vous voyez, quand on a commencé la stat avec Pierre, on était à 36%. Et en 2 ans, on est passé de 36 à 26. Donc, non seulement on perd des parts de marché, mais notre modèle d'exportation, il décroche totalement par rapport aux autres pays. Alors, l'Espagne est un cas extrêmement particulier, puisque l'Espagne avait décidé, après au moment de l'arrivée de la démocratie, de produire pour exporter. Ils ont complètement sacrifié leur marché intérieur et ils ont produit pour exporter. C'est pour ça qu'il y a ce pourcentage-là. Mais globalement, vous voyez l'Italie, qui pour nous est plutôt le modèle dont on pourrait se rapprocher, puisque c'est un modèle très propre. L'Italie, alors bien sûr, la croissance là, on en reparlera, c'est court. Mais globalement, l'Italie, elle a construit son modèle de production pour exporter la moitié de ce qu'elle produit. Et c'est peut-être une question bête, mais en valeur, ça donne quoi en termes de part? Alors, bien évidemment, si vous faites en valeur, vous allez avoir une part d'exportation pour l'Espagne qui est beaucoup plus faible, puisqu'elle ne exporte quasiment qu'en vrac à 80 centimes le litre. Mais si vous prenez le chiffre d'affaires en fait, de la filière, là, vous allez retrouver, des acteurs de la filière exportation, vous allez retrouver à peu près ces points-là. Les grands opérateurs des filières espagnoles et italiennes, notamment pour l'Italie, les grandes cartes coopératives et pour l'Espagne, les grandes bodegas, elles exportent entre 50 et 70% de leur chiffre d'affaires. On a fait une étude pour les coopératives du Vaucluse. Les grands opérateurs italiens de coopération, ils sont entre 50 et 70%. Les caves coopératives du Vaucluse, elles sont à 20%. Les CAFCOP sont en dessous du 26%. Alors, est-ce que l'arrachage serait la solution face à ça pour rééquilibrer notre marché? Alors, on a arraché, on ne s'est pas gêné. Hein. On a arraché 42 000 hectares. 42 000 hectares en 2025. Alors, on aura arraché en 2025. Si le plan se met en place, si le plan se met correctement en place, on va arracher 42 000 hectares. Ça fait à peu près 5% du. Alors, 5%, donc si c'est 10% de l'Occitanie. De la région. De la région Occitanie. Alors, 2,6, c'est la Nouvelle-Aquitaine, mais si on prend que le Bordelais, c'est. Ah non, c'est même plus que ça, parce que c'est 18 000 hectares sur 110 000. Ouais. Donc, c'est 15%. Ouais, c'est 15%. Donc, 15% du Bordelais. Une grande partie est en Gironde. Et après. Donc, ces 42 000 hectares qui ont disparu ou qui vont disparaître, ils auront coûté 160 millions d'euros de subventions directes. Je ne parle pas de l'emprunt de l'interprofession bordelaise. Et donc voilà, les questions, c'est est-ce qu'il ne serait pas mieux utilisé ailleurs et est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire? Alors on a un exemple, hein, je vais prendre tant pis pour les Bordelais. C'est Bordeaux. Donc prenons Bordeaux.
pour voir quelle est la logique de l'arrachage français. On part à Bordeaux d'une situation qui leur pose question, qui est la situation du début des années 2000. Vous voyez, début des années 2000, on a une énorme croissance de la consommation et de l'exportation de la qualité, c'est au moment où les courbes se croisent, et Bordeaux a planté à tour de bras pour suivre cette évolution. Et pour suivre l'évolution de la consommation en France, se multiplie par 4. Et en 2000, quand Bordeaux est à ce moment-là, c'est quasiment la seule région au monde qui produit en masse des vins de qualité. Donc ils sont archi-dominants. Sur le marché mondial, Bordeaux en 2000, c'est 4% de l'export. Une seule région, 4% de l'export mondial. Mais il y a un souci, il y a 120 000 hectares plantés, avec une moyenne de production autour de 60 hectares, donc 7,5 millions de potentiel de production, ils n'en commercialisent que 5,5. Donc affolement. Affolement sur ça, hein. Il n'y a pas de surstock. Je précise parce que le stock en France, il est hyper stable pour toutes ces années-là. Mais croyance de l'offre et de la demande, il faut qu'on s'adapte. Donc, on va prendre des mesures assez drastiques. On va commencer par baisser les rendements. Donc, on va passer d'une 60aine d'hectares à une 50aine, c'est pas rien. Et on va arracher. Premier plan d'arrachage, financé autour des milieux des années 2000, et on y met, je ne sais plus combien, 20 millions d'euros, je crois. 10 000 euros l'hectare. Bordeaux? Ouais. 6. Non, mais il est abondé par le CIB à 10. Ah, okay. Donc, quand on arrive au bout, quelque part, si vous voulez, parce que c'est long, hein, l'arrachage, les essais, on arrive en 2023, on est bien à 5,5 millions d'hectares de production, puisqu'on a arraché quasiment 13 000 hectares, et on a réduit le volume moyen de production. Génial, on a équilibré la demande. Ah, petit souci, c'est que on ne commercialise plus que 3,7 millions d'hectares. Donc, qu'à ce moment tienne, on repart. Et on redemande l'arrachage de 10 000 hectares qui finalement se transformera en 18 000. Bon, si on est un peu bêta, comme moi, parce que moi je ne suis pas un grand analyste, je suis juste un commercial, ben, je me dis que dans 10 ans, on fait le plein, et puis on produira 3,7 millions d'hectares, peut-être. Je ne sais pas comment ils vont faire pour les produire, parce que 18 000 hectares, ça ne suffit pas. Hein. Pour le coup, il faudra arracher beaucoup plus. Et ben, on aura peut-être vendu 3 millions, 2 millions, je ne sais pas. Parce que le chiffre, ça c'est le chiffre 2023, je crois. Oui, 2023, pardon. Il continue à baisser. Ouais. Il continue à baisser et l'export baisse. Et l'export, le bassin viticole bordelais est un des bassins qui a exporté beaucoup moins l'année dernière. Proportion. On peut douter de l'efficacité de l'arrachage quand on voit les embordés. Et surtout, ce qui me choque énormément, alors, les 160 millions d'euros, c'est essentiellement de l'argent que la France a pris, l'Europe a accepté, je pense, tombant les yeux, ou les Espagnols et les Italiens sont des chouettes, les Français arrachent. C'est une enveloppe qu'on a prise sur l'enveloppe Ukraine. L'Union européenne avait débloqué une énorme enveloppe pour aider les filières industrielles, agricoles européennes faire face à la crise. Donc il y avait une grosse enveloppe pour l'agriculture. Et nous, on a pioché dedans que pour le vin qui est pas arraché. Et les Bordelais, ils ont réemprunté de l'argent pour abonder l'enveloppe européenne. Donc vous avez un emprunt qui va courir sur une dizaine d'années, payé par l'interprofession bordelaise, sur les cotisations volontaires obligatoires, les fameuses CDO, des vignerons producteurs qui vont baisser puisque la production baisse, et on emprunte pour détruire son outil de production. On n'emprunte pas pour construire sa maison, mais pour la détruire. Là, c'est un phénomène global, régional, mais il n'y a pas d'initiatives individuelles qui vont à contre-courant, qui suivent plutôt ce que vous dites. Alors, bien sûr, mais si, même dans Bordeaux, c'est même dans les régions très en crise, on peut citer par exemple aussi le département de l'Aude, hyper à la catastrophe. Dans ces départements-là, dans ces zones-là, très en crise au niveau collectif, il n'y a peut-être jamais eu autant d'exemples de réussite individuelle. C'est-à-dire que pendant que 18 000 hectares sont arrachés à Bordeaux, et vous avez des opérateurs qui manquent de vin, y compris des vignerons. Alors, soit parce qu'ils développent leur mise en marché, soit parce qu'ils veulent sécuriser leur mise en marché, pour éviter que les yo-yo de leur production impactent leurs clients. Vous avez eu pour donner Bordeaux, parce que c'est tellement caricatural. Je suis basé à Bordeaux et j'adore les Bordelais, mais je ne trouve pas la base, mais c'est trop caricatural pour ne pas les citer en exemple. Au moment où le CVP demande de l'arrachage, il est porté par le syndicat des Bordeaux-Bordeaux-Sud, c'est une année où ça produit très peu. Et donc le syndicat des Bordeaux-Bordeaux-Sud demande un déplafonnement de ces rendements
pour permettre à ceux qui ont produit, c'est-à-dire ceux qui ont échappé aux maladies et à la grêle, de plus produire que le rendement autorisé. C'est ridicule. Et là, et cette année, l'année dernière, il y a une des caves coopératives de notre domaine, si c'est la Cata, qui a fait appel à producteurs parce qu'il manque des vins, y compris des vins rouges. Voilà, bon, c'est cette logique, je vous dis, c'est juste parce qu'on est sur une logique offre-demande qui est totalement dépassée. Alors, on pourrait faire autrement, on peut quand même décider d'arracher. Chacun fait comme il veut, mais pas sur cette base-là. Moi, j'ai une question. Ils sont passés où les 2 millions d'hectares du coup? C'est le potentiel de production, ils n'ont pas été commercialisés. Ah ben, ils sont, si vous voulez, heureusement heureusement qu'ils ne produisent pas tous les ans. Ça, c'est un potentiel. Hein. C'est un potentiel. En Ouais, fait, heureusement. ils Ils ne produisent pas, ils produisent peu, et si vous voulez, ils maintiennent un niveau de stock. Il y a à peu près 5,5 millions de stock. Il y a 1 an de stock. Ce qui, pour un produit comme le vin, n'est pas considérable. Donc, ils ont toujours de quoi vendre. Voilà. Pas beaucoup plus que dans les années 2000, hein, c'est à peu près le même chiffre. Et ça varie très très peu. Et en plus, ce qui est très bizarre, et ça, c'est pas que pour Bordeaux, c'est dans la filière française, puisque la filière française a à peu près 1 an de stock. Ce qui est, je vous le dis, toujours assez logique. Mais il y a plus de stock au négoce qu'à la production. Il y a à peu près 60% de stock au négoce et 40% de production. Donc, ce n'est pas les producteurs qui stockent. Allez, Donc, sur l'arrachage, peut-être oui. Bon, certains qui suivaient Fabrice sur LinkedIn, suivez-moi aussi si vous voulez, parce que j'ai fait un truc super sur l'arrachage il n'y a pas très longtemps. Si vous l'avez raté, regardez-le. Mais pour essayer de réfléchir un peu, prendre un tout petit peu de hauteur aussi à ce sujet, enfin, à la crise sociale, ça veut créer. L'Aude, le Gard, c'est des régions c'est des départements qui vont perdre entre 8 et 15% de leur vignoble. Donc, c'est des situations humaines extrêmement difficiles qui sont déjà là hein, et qui vont se développer aussi. Donc, il y a évidemment, et notre point, c'est pas de dire ici, il ne faut pas arracher. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Moi, je dis pas qu'il ne faut pas arracher. Il y a peut-être des situations où on peut peut-être, mais pas dans ces proportions. Mon point, c'est ça. Bon, il ne faut pas arracher. Ouais. Lui, il dit il ne faut pas arracher. Moi, je dis il ne faut pas arracher dans ces proportions. C'est là où on peut avoir des divergences sur ce que l'on fait comme choix, sur les stratégies qu'on met en place. C'est sûr, Jean-Marie aussi dit qu'il faut arracher au moins de façon temporaire. Mais si vous vous basez d'un point de vue de la mise en marché, c'est le mien, c'est-à-dire non pas du point de vue global et surtout pas que du point de vue de l'amont, c'est de la production. Si vous mettez que sur l'aval, il ne faut surtout pas arracher. Et on va vous montrer quelques exemples. Aujourd'hui, moi, j'ai une question, parce que je ne connais pas à tout point le milieu, mais comment on leur soumet la région, c'est-à-dire un arrachage final de 18 000 hectares, qui peut participer? Oui, c'est ça. On ouvre un guichet. France Agglomér a ouvert un guichet. Alors, ils ont commencé par affirmer qu'il fallait arracher 100 000 hectares. Je ne sais pas si ça a été asséné pendant des mois. Donc, ils ont commencé par faire une étude, juste questionnaire. Il y avait à peu près 20 000 hectares dans l'étude. Donc, ils se sont dit non, mais c'est parce que les gens n'ont pas répondu. Et donc, ils ont ouvert un guichet. Le premier guichet, il y avait 20 000 hectares. Et après, ils ont remis au pot pour arriver au. Non, à 18 000. Donc, ils n'ont même pas fait 20 000. Ils sont à 18 000. Donc, c'est une télé. Ce qui est à la fois énorme, hein, bien sûr, mais oui, par rapport aux 100 000, c'est rien. Donc, les vignerons sont allés avec du France Agglomér, ils vont arracher, soit de manière définitive, soit de manière temporaire. Voilà. Et donc, sachant que la plupart des travaux, c'est. Et puis, en plus, il y a des prix en vendage, il me semble, en fonction des. Oui, alors, la politique, on y va, pour préserver notre potentiel de production, ça sera le premier thème. Donc, on va commencer par là. Ensuite, on s'attachera au consommateur, à la production, donc à la valorisation, et puis on finira par tout ce qui peut vous permettre de raccrocher les wagons par rapport au marché, donc l'investissement, la valorisation et l'accompagnement. Alors, pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, sur le potentiel de production, il y a une stratégie européenne. La stratégie européenne s'était plantée. Pourquoi s'était plantée? Parce que le marché se développe, l'Union européenne devrait être autosuffisante en vin, ce qu'elle n'est plus, donc elle importe pour sa consommation. Donc, on a autorisé, et c'est toujours le cas, 1% de plantation par an. Donc, sur un vignoble global, national, vous avez le droit de planter 1% par an. Ce 1% étant subventionné. Voilà. Donc, on subventionne la plantation, nous, on subventionne l'arrachage. Donc, on va prendre l'exemple italien, et puis j'évoquerai 2 autres exemples après, mais on va détailler l'exemple italien. L'Italie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle restructure son vignoble de 20 tables.
On l'a vu sur la mise en marché. Et donc, on a une réduction de sa surface assez importante. Et puis, une fois qu'elle a fini, elle plante. Parce qu'elle veut, sur sa surface, qui n'est plus qu'une surface de vin de qualité, elle veut suivre le marché, accompagner son marché de consommation intérieure et surtout d'exportation, et elle plante. Et donc, elle plante quand même 15 000, enfin 14 000 hectares en 10 ans. Donc, c'est à peu près 1% de son vignoble tous les ans. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'elle fait. Elle plante, et elle plante pour suivre les évolutions de ses marchés, hein, suivre pour l'export. Et d'ailleurs, à la dernière Assemblée générale de l'OIV, le patron de la filière italienne a dit faites ce que vous voulez, nous, il est hors de question que l'on touche au potentiel de production d'Italie. C'est pas question. Ce que l'on peut faire, et c'est ce qu'ils font, c'est qu'on peut adapter. Donc, par exemple, on va restructurer pour faire plus de blanc, plus de bulles. Bien sûr que dans la dynamique italienne, la réussite du Prosecco, qu'on évoquera tout à l'heure, est phénoménale. Et puis, pourquoi plus de blanc? Parce que le marché mondial, et ça n'a pas 3 ans, hein, depuis 2000, il se rééquilibre entre blanc et rouge. Et le pays qui a donné le là, c'est les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, depuis le début des 2000, on consomme à peu près autant de blanc que de rouge. Aujourd'hui, c'est toute la tendance qui va vers un rééquilibrage entre les rouges, qui étaient archi-dominants, et les blancs, qui vont probablement demain devenir autant consommés que les rouges. Les courbes se sont croisées, c'est-à-dire le rouge, en 15 ans, les 15 dernières années, a perdu 15%, et le blanc et les bulles ont pris plus 15, plus 17. Voilà. Donc, et ce qui est financé, c'est bien la restructuration. C'est-à-dire que quand on fait de l'arrachage, parce qu'il y a des gens qui disent on arrache une tête. Non, on n'arrache pas une tête. On arrache pour replanter. Voilà. Et on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres techniques pour basculer des rouges vers les blancs. Et donc, on plante bien dans les 3 grandes régions productrices italiennes. Bien évidemment, il faudrait, ça on n'a pas le pourcentage, parce que c'est impossible à tracer, mais il est plus que probable qu'on plante pour faire des bulles. Hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple de Prosecco, c'est qu'il n'y a pas simplement le Prosecco. Mais les Italiens se sont servis de la réussite du Prosecco, ils vont se servir du Prosecco, des Champenois tremblent pour lancer leurs grandes appellations à l'export. Asti, Lambrusco et surtout, Stèle du Nord, Franciacorta. Alors, si on regarde ce qui se passe sur les autres pays, vous avez un autre pays, ça me saoule d'entendre dire qu'on arrache, qui est l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne, elle est encore plus tendanciellement comme ça. Elle a un vignoble plus ancien et moins restructuré beaucoup plus tard, donc elle continue à arracher globalement ses surfaces et à baisser en surface. Mais dans les grandes régions d'AOC, elle plante. Par exemple, il s'est planté, j'ai le chiffre 6 000 hectares, je crois, en 10 ans ou 15 ans en Rioja. Voilà. Quand on continue à arracher des surfaces dans le sud de l'Espagne, de toute façon, on ne produit quasiment plus, et où c'était des très vieilles vignes de vin de table. Et bien sûr, il y a tout le nouveau monde dont je vous parlais. Il y a un pays qui plante un tour de bras, on ne parle pas beaucoup, surtout en ce moment, c'est la Russie. Voilà. Et il y a beaucoup de pays qui plantent pour leur consommation intérieure d'abord. C'était la stratégie chinoise, hein, planter pour la consommation intérieure. C'est la stratégie russe, parce que les Russes consommaient du vin, mais n'en produisaient pas. Donc là, en plus, avec les restrictions, ils produisent pour eux. Et c'est bizarrement aujourd'hui le cas de l'Inde. Alors, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, hein, parce qu'il y a peu de consommation de vin en Inde. Mais d'abord, ils ont énormément planté. Ils ont planté 180 000 hectares, je crois. Et il y a plein comment on dit, de signaux faibles sur la consommation de vin. Et devinez ce qui se passe en Inde. Eh bien, en Inde, on en parlera tout à l'heure, mais les Italiens, ça fait 5 ans, vendent des navettes et qu'ils amènent les potentiels acheteurs internes à visiter les vignobles d'Italie. Quand des vignerons, un groupement de vignerons bordelais a voulu faire ça l'an dernier, le CVB leur a dit qu'ils ne commenceraient pas, que c'était pas mal ça. C'est un gros vivier, l'Inde. Potentiellement, c'est un pays avec une classe moyenne colossale, très occidentalisée entre guillemets, en tout cas potentiellement très ouverte aux produits et à la façon de consommer le vin. Donc, nous, dans les spiritueux, on vient d'ouvrir un bureau en vin, justement parce que vous sentez ah oui, ouais. Vos collègues du des vins, enfin, aux notes, une note, pas l'autre. Donc voilà, on peut restructurer les rouges. Donc, on peut arracher des rouges pour replanter des blancs, mais on peut aussi surgreffer des rouges pour faire des blancs. On peut même faire des blancs de blanc. Blanc, tranquille, comme en bulle. Donc il n'y a pas non plus besoin forcément d'un. Vous voyez par exemple à Bordeaux, où on manque de bulles, on pouvait garder les surfaces de rouge et en faire des bulles. Voilà. On pouvait lancer des bulles hors appellation. Il y a des créments, très complexes à produire les créments. Hyper difficile, c'est 18 mois
de fabrication tout début. Les chiffres sur les bus, c'est intéressant sur Bordeaux parce qu'ils sont plutôt assez dynamiques, mais il manque tellement de volume. Ils sont plutôt compétitifs et en prix, ils sont en croissance depuis des années, sauf qu'ils n'ont pas de volume. Si on regarde, ils font à peu près 9 millions de bouteilles de bulles à Bordeaux, de crémant. C'est une trentaine de millions de bouteilles en Alsace, presque 25 ou un peu plus de 25 en Loire. Pas vraiment que les Bordelais ne fassent pas autant de bulles que les Alsaciens et les gens de la Loire, mais bon. Donc, on peut aussi aider au stockage. Donc, c'est super, je vous ai mis les chiffres. Les chiffres de stockage à la propriété, 31 millions d'hectos, le reste est en négoce. Vous voyez, par rapport à 2016, à beaucoup bougé. Et voilà, grosso modo, les stocks, c'est à peu près la même production au niveau global. Deuxième axe de réflexion et d'action, c'est s'appliquer à comprendre les consommateurs. On ne pouvait pas vous mettre le baromètre sauvage. Vous ne pouvez pas le mettre aussi. C'est un peu l'alpha et l'oméga. Ah ouais, c'est intéressant aussi parce qu'il est suivi dans le temps. Donc, dans le baromètre Soval, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que, contrairement à ce qu'on nous bassine tous les jours dans les médias viticoles, le vin reste la boisson préférée des Français. Alors, il y a des variations d'une année sur l'autre, mais ça reste quand même assez présent. Et puis surtout, il faut commencer, quand on produit du vin, à faire du vin avant de faire le vin. Parce que dans le vin, aujourd'hui, on parle que des nolos. Alors, les nolos, ils sont là pour le vin. Voilà. Donc ça, c'est comment les gens les voient, c'est pas ce qu'ils achètent. Quand on voit les parts de marché des vins sans alcool, c'est epsilon. Mais vous avez des investissements de masse par des opérateurs, parce que c'est un monde industriel, et puis on fait un produit qui, au niveau, alors là, c'est en train de péter, là, j'ai un article sur le côté, sur le problème du sanitaire du vin. En termes d'additifs et de production, c'est assez dégueulasse. Voilà, enfin, en tout cas, c'est une mode. Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal. Moi, je pense que c'est une mode qui ne prendra pas, parce que des nolos, j'en ai fait. J'ai travaillé dans la filière viticole il y a 30 ans, on en faisait déjà. Voilà. Mais bon, allez, ça c'est ma croyance personnelle, on s'en fiche. En tout cas, on peut suivre la mode pour voir ce qu'elle va donner, mais aujourd'hui, c'est une mode, c'est absolument pas une tendance. Moi, je n'ai pas de croyance, mais sur le sujet. Mais en tout cas, je ne vois pas les chiffres décoller. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, les chiffres ne décollent pas. On est entre 0,5 et 1% de part de marché dans les pays où on en boit le plus. Bon, donc on voit bien que ça depuis 2-3 ans, et ça ne décolle pas vraiment. Voilà. Donc c'est ça qu'on constate. Sachant qu'il n'y a pas d'observatoire précis sur le sujet, et donc on n'a que des études à droite à gauche, un peu d'Ipsos par-ci, un peu de Sourwine par-là, etc. Donc c'est hyper difficile. Et ce que disait Sourwine l'an dernier, c'est que le Nolo, dans le vin, ne recrute pas de nouveaux consommateurs, contrairement à ce qu'il nous a dit. C'est des consommateurs de vin qui, attirés par la nouveauté, aussi attirés par le travail, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, vont acheter des vins en termes d'expérience sur le vin Nolo. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience. Les flex drinkers, on appelle ça. Flexi drinkers. C'est que des vins alcoolisés. Il n'y a pas de moyen de faire du vin sans alcool. Par exemple, dans la bière, il y a des bières sans alcool qui sont désalcoolisées, mais il y a aussi des bières sans alcool qui sont directement sans alcool. Bien sûr, merci. Là, on n'a pas de Oui. problème. Si dans les années 60, on faisait des vins à 5 degrés, pourquoi on n'en fait pas aujourd'hui? Il y a un vigneron qui l'a fait, en Languedoc, je crois, et qui a fait un vin à 5 degrés. On ne peut pas faire de vin à 0, hein, faire de 0,5, mais on peut faire des vins à très très faible teneur alcoolique. Et d'ailleurs, je crois que cette année, l'IGP Pays d'Oc a ouvert son cahier des charges au vin à 6 degrés. C'est officiel depuis 2 mois. Donc des vins produits naturellement, pas de désalcoolisation. Donc oui, on peut produire des vins, enfin, on peut essayer de produire des vins avec une teneur d'alcool beaucoup plus basse. C'est plus des no, c'est des low. Ça, pourquoi pas? Alors, oui. Il y a beaucoup de... Alors, sur le sujet, on a vu ça de manière un peu presque. Bon, c'est un clin d'œil. Et c'est hyper compliqué de comprendre les attentes des consommateurs. Il faut faire des études quali dans les pays, il faut faire ça, faire les interviews de chaque pays. Il n'y a aucun référentiel finalement d'études de marché qui est fait sur le sujet. C'est que des études qui coûtent extrêmement cher et qui sont finalement obsolètes. On a les Tribal Intelligence, par exemple, dans l'expert. Donc, dans l'IWSR fait pas mal, mais on est toujours sur des panels. On est sur des 1000, 2000, 3000. Donc, c'est hyper difficile de faire. Et on voit beaucoup, si je vois les propriétés, qui lancent des études quali assez coûteuses pour aller interviewer, soit directement sur les réseaux sociaux, etc.,
des consommateurs et pour essayer de percevoir un peu justement ces habitudes, ces tendances de consommation autour des spiritueux sans alcool, etc. Et c'est hyper Je vais difficile. vous donner mon point de vue de commercial. Mais moi, j'essaie de trouver la Bien basique. Bien basique. Ça fait 30 ans que je suis dans le vin. Les tendances du vin, c'est, comme je disais tout à l'heure, elles sont hyper lourdes et c'est les mêmes. Donc, avant d'aller chercher, réinventer le vin, essayons de regarder ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans et qui sont des tendances lourdes. Donc, je vous parlais des blancs par rapport au rouge. Hein, les bulles, c'est pas un phénomène extraordinaire. Et c'est aussi, comment dire, l'évolution de des profils de consommateurs, pas des profils, mais des types de consommateurs. Et dans le dernier baromètre Wine, il y a un petit truc qui est passé inaperçu, mais moi j'ai trouvé, c'est ça. Oh, c'est bizarre. Et je veux dire, ça fait 30 ans qu'on dit les jeunes ne consomment pas de vin, et ça fait 30 ans qu'on le dit, mais non, d'abord le panel, le statistique INSEE commence à 15 ans, ce qui n'est pas bon, et surtout, on ne boit pas du vin. Je ne sais pas comment vous étiez, vous, à 18 ans, mais à 18 ans, on ne boit pas majoritairement du vin. On vient petit à petit au vin, parce que c'est un produit historique, culturel, statutaire, en France, hyper compliqué, là, bien pesant, donc transmis de génération en génération, auquel on vient quand on a un certain âge ou un certain statut social. Enfin, quand on passe, grosso modo, et pour caricaturer, de sortie à l'extérieur à des réceptions chez les uns. On passe, entre guillemets, si ce n'est au repas, en tout cas, quelque chose qui est un peu plus établi statutairement que la consommation extérieure. Et on pourrait aussi essayer de se poser la question de convaincre plus de jeunes, ou plus de néo-publics au vin, plutôt que de leur inventer des produits qu'ils ont pour l'instant pas l'air de produire. Alors, effet bulle, produisant des bulles. Là aussi, comme tendance de fond depuis 20 ans, quand on regarde l'évolution de la consommation et l'exportation de la FRSA, on est sur des croissances magnifiques. Pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on n'y va pas plus? Pourquoi on n'y a pas été plus tôt? Alors, c'est des chiffres que France Agrimer a commandé à Grex il y a un peu moins d'un an. Moi, j'ai l'étude détaillée, mais c'est indissable. Ce qui est hallucinant dans les bulles, c'est qu'on a le même phénomène que sur les vins tranquilles. Nos parts de marché s'effondrent. Le champagne est à la rue à l'export, d'autres raisons que le vin tranquille, et nos créments, nos bulles, ne s'exportent pas. Elles restent sur le marché français. Alors, on n'exporte pas. C'est pas qu'on est mauvais, c'est-à-dire que c'est pas qu'on n'est pas capable d'exporter, c'est qu'on ne le fait pas. On n'agit pas sur les bulles pour exporter, et on ne les produit pas. La production de vin blanc en France et la production de bulles, elle n'a pas progressé sur les 10 dernières années. La proportion de vin blanc à vin rouge en France, elle ne change pas. Voilà. Après, voilà. Et ça, c'est pas compliqué, hein. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre. Juste une petite question, on n'avait pas parlé du vin et des bulles en cocktail. Parce que typiquement, l'explosion des processus s'explique aussi par la grosse tendance sur l'apéro spritz depuis une quinzaine d'années. Et du coup, quid de en France? Ben oui, c'est une vraie, comment dire, un vrai travail à faire pour les opérateurs de la filière, c'est travailler sur le moment de consommation. Voilà. Les Italiens, ils ont fait cette espèce d'alliance improbable pour faire le spritz, et ça a très bien fonctionné. Mais là encore, c'est pas non plus complètement incroyablement révolutionnaire de constater que depuis 20 ans au moins, les codes de consommation du vin, ils ont explosé et qu'on consomme du vin dans plein de moments qui n'étaient absolument pas habituels il y a 20 ans. Voilà. Et donc, faire des produits, ou en tout cas communiquer sur des produits dans des moments de consommation qui sortent du repas gastronomique traditionnel à la française, ça paraît relativement évident, surtout dans des pays où ça n'existe pas. Bien sûr, si on communique aux États-Unis sur la consommation de vin comme on communique en France, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, c'est quand même un peu ce qu'on fait. Hein. Et à la fois sur le profilage produit, pardon, sur la communication, sur l'offre, vous avez un modèle en France assez extraordinaire, c'est Gérard Bertrand. Voilà. Qui a même propulsé sa fille DA, directrice artistique. C'est-à-dire, elle étudie les tendances et elle regarde si la production de Gérard Bertrand, c'est-à-dire la production du Languedoc, est capable de répondre à cette demande. Voilà. Et franchement, c'est très très bien ce qu'il fait. Mais en même temps, ça paraît très novateur à la filière. Non, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. C'est juste regarder ce que les gens font et le leur dire.
Si vous faites ça, mon vin correspond à tel moment. Et même quand j'ai un vin très statutaire et à l'ancienne, je peux communiquer là-dessus. Enfin, si je produis du Pomerol, voilà, ou un vin de Bourgogne, je ne vais pas communiquer fun. Je veux dire, c'est pas mon créneau. Mais mon créneau à moi, assez tradit, entre guillemets, ou en tout cas très statutaire, il est encore valable pour une petite partie des consommateurs et largement suffisamment pour vendre mes vins. Mais encore faut-il que je communique vin et non pas produit. C'est-à-dire que je communique consommateur, moment de consommation et pas produit. Or, la communication viticole, elle est encore extrêmement marquée par l'organe réactif, le descriptif. Tout à l'heure, vous avez parlé de dégustation. Qui déguste? On boit, on ne déguste pas. Parce qu'on est une culture aussi de la loi des vins, depuis plus de 30 ans, qui en fait fait que quand on parle du produit, Ah oui, la loi E20 est un espèce d'épouvantail, et surtout pas les dans la filière, c'est une forme plutôt de chiffon rouge. Moi, je constate que la loi E20 n'a rien changé aux tendances. Rien avant, rien après, c'est les mêmes courbes. Maintenant, ce qu'elle a changé, c'est, je pense, c'est la communication, bien évidemment, ça, pour le coup, c'est sûr, et c'est quelque part la façon dont la France envisage le vin. Et on a un contre-exemple, c'est l'Espagne. L'Espagne a sanctuarisé le vin comme un produit, comme faisant partie de son patrimoine culturel, ce qu'elle n'a pas fait la France. Mais, alors, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il y a 10 000 priorités avant celle-là. C'est-à-dire qu'avant de travailler sur la loi E20, sur sa déstructuration, sur son adaptation, ou éventuellement sur, comment dire, la sanctuarisation du vin en France, il y a plein d'autres choses dont on va parler qui sont beaucoup plus faciles et accessibles et beaucoup plus entendables par les pouvoirs publics que la loi E20. Surtout qu'avec la loi E20, tout ce qui est vin champagne se brille vachement, mais si tu regardes ce que fait l'Institut ou Valdois, il y a des trucs cool qui sortent. Merci. Il y a une publicité, bon, bah, ça va sympa. Alors que les vins, bon, je pense que ça. Moi, j'ai ma vision, c'est que ça a un peu moins nul. Regardez. Des grandes vins. mais J'en ai pas, hein. Ouais, dans Ouais, une- c'est un peu, en effet, la bière, c'est beaucoup plus festif, on est sur des vins beaucoup plus ouverts, on est. Ah oui, ils ont les mêmes droits. Je trouve énormément bah oui, de base, mais je trouve que les vignerons et le secteur du vin en général, elle restent vachement. Tout à fait. Ouais, pour le côté traditionnel. Moi, je fais beaucoup de formations sur le discours du vin, auprès des vignerons. Voilà, pour leur montrer en fait comment ils parlent du vin, et pas du tout. Comment ils communiquent sur les. Voilà, quand vous voyez qu'il y a encore la base de la communication, mais dans les grands vins aussi, c'est la fiche technique. Fiche technique. D'accord. Voilà. Ben, Il y a même des formations pour faire sa fiche technique. regardez des étiquettes AOP, IGP, en France. Comparer une étiquette de vin, c'est la même pour tous. Hein. et regardez une étiquette de vin et une étiquette de bière. On a un vrai concurrent de consommation, notamment chez les plus jeunes. Ah, bon. Donc non, c'est intéressant en termes patrimonial, ça pour le coup, je suis tout à fait d'accord. En termes législatifs, non, parce qu'on voit ce que les autres font, et ce que nous on ne fait pas dans la filière. Et puis surtout, c'est le bon truc pour expliquer que ça ne va pas. Voilà. Ça, on adore, donc on déconsomme, il y a la loi E20, et on ne pense pas plus loin. Les hygiénistes, ceux qui ont promu le vin, sans les hygiénistes, il n'y aura pas de vin. Alors, autre point pour les tendances et pour les actions, produisons bio. Alors, c'est le gros bio-bashing pour les dernières années, bon, essentiellement généré par la grande distribution, qui est là, qui est la grande distribution, qui est là. Voilà, alors, vous voyez que la grande distribution, elle a revenu à son chiffre de 2019. La grande distribution ne croit pas au bio et n'en veut pas. Pour une raison très simple, c'est que les metteurs en marché de bio, ce n'est pas ses fournisseurs principaux, donc elle ne veut pas en vendre. Mais bon, on en parlera après la grande distribution. Mais vous voyez la croissance du bio en France, c'est une tendance que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Enfin, dans tous les pays du monde, les études d'intelligence le montrent. Le critère qui est devenu, si ce n'est le premier, en tout cas dans les premiers, parce qu'il y a aussi l'équitabilité, etc., c'est l'environnement. Et c'est le label environnemental, c'est plus que l'environnement, c'est le label. Et en France, le seul label que les consommateurs reconnaissent, c'est le bio. C'est le plus reconnu. On connaît ça certainement, mais c'est le plus reconnu. Alors, pourquoi exporter bio? Parce que ça, c'est notre exportation bio. Donc, certes, elle progresse, et tant mieux. On exporte 44% de nos vins bio.
Les Italiens, ils exportent 80% de vin bio, les Espagnols 91%. Quand vous êtes en Italie, si vous consommez un vin bio, italien, c'est très compliqué à trouver. En fait, ils ont fait du bio, le vecteur d'argument numéro 1 pour exporter. Voilà. Est-ce qu'ils ont la même production que nous? Oui, on produit à peu près pareil. On produit à peu près, alors nous, on produit comme les Italiens. On est à 10%, je crois, c'est ça, 10-12%. Donc, le produit de production de l'olive, très vite. On est comparable en termes de pourcentage. Je l'avais noté là, mais je m'en vais enlever. Voilà, donc non, c'est simplement que les vins bio, et c'est aussi pour ça qu'on a un engorgement des bio sur le marché français. Parce que là encore, on produit pas le bio, tant mieux, mais on n'exporte pas suffisamment. Alors, un autre point qui vient aussi à rebours de, vous l'avez vu sur l'export, on le verra, mais ça c'est pour notre fameux baromètre. Sur la valorisation, il ne s'agit pas non plus de lâcher le volume pour la valeur ou l'inverse. Ce que l'on voit, alors ça c'est pour la France, ça c'est le budget attendu, c'est ce que les gens déclarent. On voit que, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été suivi pendant une dizaine d'années, ce baromètre. Et on voit bien que le souhait, si on peut parler de demande, en tout cas les souhaits des consommateurs vont vers les produits cœur de gamme, premium. On voit que la partie entrée de gamme, elle s'est cassée la figure, c'est cette partie-là, pour les vins de 5 à 10. Les vins de moins 5 euros, ils ont disparu, puisqu'ils ne sont même plus étudiés à partir de 2024, ils ne pèsent pas assez, ils s'en vont. C'est ça qui attire au bon. Donc globalement, ça aussi, c'est un phénomène que l'on retrouve dans le monde entier. Un resserrement du marché sur les vins premium, ce qu'on appelle à l'export premium, super premium. Donc en France, si vous voulez, là c'est tout circuit confondu. Les vins entre, on va dire, 8 et 15 euros. Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous regardez autour de vous, si vous demandez à des gens, eh bien, les gens ils vont dans un magasin, aujourd'hui ils vont essentiellement chez Calis, et ils achètent les yeux fermés un vin entre 8 et 12 euros, bio et de producteur. Voilà. Et qui est déçu quand il achète une bouteille de vin de producteur bio entre 8 et 12 euros, quelle que soit l'origine? Donc c'est ça. Alors, cette valorisation, on la retrouve même en GD. Alors, où la répartition des ventes n'est pas la même, oui, que 59% des ventes se font sur des prix plus bas, avec des vins moins chers, mais les évolutions, elles sont. On continue à chuter sur les vins d'entrée de gamme de premier prix. Ça, c'est une échelle 2024. Alors, il n'y en a plus, mais s'il n'y en a plus, parce que si vous regardez bien, toujours pareil, l'iceberg médiatique, le haut de l'iceberg médiatique, on ne parle que de ça. Les vins de Bordeaux, du Rhône, qui sortent à 1,87 €, à 1,46 €. Là, les chiffres d'affaires, ils sont à moins de 4% du marché. On n'entend pas donc. Quand j'ai commencé en grande distribution il y a 30 années, on peut dire, une opération sur des vins à moins de 3 €, équivalent, c'était 200 000 bouteilles. Aujourd'hui, s'ils en sortent 40 000, ils sont c'est vraiment une transformation. Et les vins de Bordeaux, par exemple, qui étaient massivement présents sur ce segment, et donc s'ils ont perdu aussi beaucoup en France, c'est parce qu'ils n'ont pas su monter en gamme. Alors, pourquoi la GD? Parce qu'il faut arrêter de nous bassiner avec la GD. Je dis pardon, de nous bassiner avec la GD. Alors, ça, c'était 2023. Et vu qu'en 2024, la part export a baissé très fortement, elle a baissé de 10 points. Et bon, juste pour vous montrer quoi, c'est que le seul panel qui soit diffusé dans la presse, c'est le panel GD, Circana. Le seul panel qui base les études France-Agrimaire, c'est Circana. Le seul panel sur lequel la filière prend des décisions, c'est Circana, c'est la GD. C'est un tiers du marché français, 20% du marché pour un producteur ou pour un metteur en marché. Tout est basé sur la GD. Pourquoi tout est basé sur la GD? Parce que c'est la grande distribution qui a massifié les vins dont on parlait tout à l'heure de qualité, IGP, AOC, ont été massifiés en France grâce à la GD. Tout le marché du vin s'est développé grâce à la grande distribution. Et il y a 20 ans, la GD, c'était 60%.
D'accord. Depuis 2010, la GD s'effondre. Voilà. C'est pas tous les panels, c'est -5, -10 en volume. Tous les panels sont les mêmes depuis 15 ans. Il y a un petit rebond avec le Covid, et depuis 10 ans. Et qui aurait parié il y a 10 ans sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur les bio, sur les cavistes, qui ont totalement disparu, qui aujourd'hui sont partout. À la fois les cavistes de coin, de quartier, les chaînes de câbles, le rebond de vieilles enseignes comme Intercad, Cavavin par exemple, et le développement de grandes surfaces spécialisées en vin comme VB, BNB, comme BNB. Enfin, qui a, je ne compte plus, je crois 400 magasins à peu près en France aujourd'hui. Voilà. Bien sûr, il y a l'essor de la grande surface spécialisée bio qui n'existait pas aussi il y a 15 ans. Hein. Il n'y avait que Biocop, aujourd'hui il y a des supermarchés bio à tous les coins de rue. Et bien sûr, la partie digitale qui est assez faible pour le vin, mais qui est quand même nouvelle et qui a tendance à dynamiser la vente directe, à prendre le relais notamment des vieux circuits comme les salons et foires Qui stagne un peu comme ça. Voilà. Voilà. Sur tous ces circuits-là, zéro étude, zéro panel. Donc, on n'a pas d'observatoire économique en France sur le sujet. Les seules données qu'on a de manière structurée, c'est de l'AGD parce que les tickets de caisse remontent chez Nielsen et tout est agrégé. Hop, ça y est, ça part dans les interfaces. Le reste, zéro. Mais on peut relever d'ordre de temps en temps chez un caviste. Il n'y a pas de système d'information qui permet d'observer de manière plus continue, plus scientifique, dans la durée. Je dirais que comme on a un peu d'argent dans la filière, on pourrait peut-être. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti la semaine dernière, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est du LFI, puis LFI, je ne sais plus qui. C'est le sénateur. Mais ça s'appelle, c'est un petit rapport, qui a présenté dans le rapport une recommandation qui est de créer un vrai observatoire économique, pour qu'on puisse prendre des décisions un peu plus éclairées. Donc, vous voyez, en fait, on essaie de déconstruire un peu le sujet parce qu'il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux, on passe un peu de temps, on essaie un peu d'analyser, et qui ne donnent pas lieu à des plans d'action et à des décisions. On l'a vu sur les bulles, on l'a vu sur plein d'autres exemples. Quand vous allez sur le terrain, quand vous accompagnez des entreprises sur le terrain, vous avez exactement ça. Des gens qui marchent, qui font ça, produisent du vin blanc, des bulles, produisent des vins bio, ils produisent des vins cœur de gamme, ils distribuent en France en circuit traditionnel et l'export. Là, ça ne te laisse pas voir. Vous avez, je parlais du département de l'Aude, vous avez une carte coopérative, voilà, qui s'appelle Anne de Joyeuse, 6 ou 7 millions de bouteilles, du bio. Limoux. Voilà, Limoux. Autour, c'est la catastrophe. Ouais. Du bio, du cœur de gamme et des circuits traditionnels en France. 6 millions de bouteilles. Rémunération des coopérateurs qui doit être à peu près, je vais dire une bêtise, mais on va dire un ordre de grandeur à peu près 6 à 10 fois supérieur à la moyenne de la région. On conclut, il y a 9h20. Voilà. Ouais. Alors, si on peut vous donner quelques axes, mais vous les avez compris, hein. Voilà, investir dans le commerce et la stratégie de marque. Alors, de marque, que ce soit un domaine, un château ou une marque propre, si on regarde, juste faire on a pas mis, je crois, l'OCM 20, l'enveloppe, c'est vrai? On verra après. Voilà. Donc, bien sûr, ça va vous paraître évident, mais dans le monde viticole, ça n'est pas du tout. Avant d'investir, il faudrait quand même avoir une stratégie. Alors, la stratégie, c'est un mot très grand, hein, très très grand, mais très concrètement, c'est avoir un objectif de revenu, voilà, de revenu du producteur, hein, des producteurs, des productrices, avoir des objectifs de production en volume, combien je dois produire, combien je veux produire, choisir ses clients, voilà, choisir les circuits où je vais distribuer, en fonction bien évidemment de mes objectifs précédents, choisir les pays, choisir son identité, ce qu'on dit tout à l'heure, arrêter de faire des fiches techniques, et bien sûr choisir sa stratégie de marque, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en marché, quels sont les produits que je mets en marché. Et comment je le mets, avec quels moyens, selon quels canaux, avec quels... Les outils. Voilà. Les moyens, le budget, les budgets marketing, les budgets commerciaux dans les propriétés, même dans les grandes maisons de négoce. C'est compliqué à trouver, à formaliser. Des gammes de produits, des prix, des tarifs. Alors, ce qui est très intéressant dans le monde du vin, c'est que, et là encore dans la presse, hein, on ne parle que de prix. On ne parle jamais de positionnement.
Et en plus, le pire, c'est qu'on parle très peu du prix du vin. Alors, quand on en parle, c'est les fameuses bouteilles de premiers fruits en gelée. Et on parle, par exemple, très peu du prix de vente consommateur, bien évidemment. Et on saute, pardon, quand on est sur les bouteilles à 1,60 €, on parle du cours, du prix du cours. On pourrait faire une conférence que sur le cours. Avec Jean-Marie, c'est très sympa. Le cours est un espèce d'objet un peu bizarre dans le monde du vin, qui est un rapport entre des achats de vrac, donc entre des producteurs et des négociants. Et puis, alors, sujet tabou, les ressources humaines. Hyper compliqué le recrutement dans la production. Malgré des zones entières ou des bassins d'emploi où il y a beaucoup de chômage, voilà, on a du mal à recruter. Et alors, je ne vous parle pas des forces de vente, des administratifs et de la logistique. Si on a bien un problème dans la filière viticole, c'est par exemple qu'on n'a pas suffisamment de commerciaux, y compris dans les grandes maisons, y compris dans les grandes structures de coopératives ou de négociations. Il y a énormément de coopératives, pas un commercial. Il y a un directeur technique en Ménard, il n'y a pas de commerciaux. Et on fait 100 000 hectares. Est-ce que c'est parce qu'ils n'écrivent pas le besoin dans leur stratégie de dire je vais miser sur l'humain? Parce que nous, dans notre vision à nous, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont envie de travailler dans le monde du vin. Alors, peut-être pas sur la partie production et en administratif, mais en tout cas sur la partie commerciale. Donnez-moi vos CV, envoyez-moi vos CV. Non, mais de plus en plus, on voit les écoles de commerce, où on a des masters spécialisés dans le vin et tout. Il y a quand même un vivier aujourd'hui de jeunes sortis de l'école qui ont envie. Ils savent qu'ils doivent passer par le terrain pour par la suite évoluer. C'est comme ce qu'on nous dans la pub quand on fait des écoles de commerce. C'est sûr. C'est pas parce qu'il n'y a pas de stratégie au départ qu'ils disent on ne va pas miser sur l'humain, on va se dépatouiller comme on peut avec les moyens du bord, on pas dans la famille. Voilà. On va vendre comme on faisait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, et on ne valorise pas le produit commercial. Valoriser, c'est aussi correctement le payer. Mais vous avez des jeunes ou des néoproducteurs qui arrivent dans le monde du vin dans une proportion écrasante. On vient dans le vin pour produire, parce que le produit est génial. On ne vient pas dans le vin pour vendre. Et quand vous vous installez, jamais. C'est au bout de 3 ans, 5 ans, quand on se dit, oh là là, donc ça ne se vend pas tout seul. Et la culture, c'est encore, si tu ne vends pas, c'est que tu produis mal. En plus, on culpabilise les vignerons qui ne s'en sortent pas sur la production, sur la qualité. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure, mais tous les investissements, toutes les aides, toute la pression est mise sur la vente. Et quand vous installez GIA, on vous fait faire un tableur Excel avec des chiffres de vente, juste pour avoir la subvention. Il n'y a aucun business plan, si je veux. En fait, si vous voulez, ces mots-là, c'est la base, hein, vous êtes d'accord, je pense qu'il n'y a rien de plus. Ça, c'est vous donnez 5 millions, et je ne parle pas que des petits. Hein. J'accompagne une carte coopérative 100 000 hectares. Pas rien. Pas de ressources humaines. Un directeur qui est un technicien. Point. Il se débrouille tout seul avec le président pour vendre 100 000 hectares. Ah. Et si vous voulez, c'est pas une question. D'ailleurs, quand vous vous posez la question de savoir s'il faut acheter un nouveau pressoir à 100 000 €, il n'y a pas de discussion. Si vous vous dites qu'il faut 2 commerciaux pour 100 000 €, voilà. Ouais. Là, le tracteur, on l'achète, le commercial, on ne le pas. Et vous observez par rapport à l'Espagne et l'Italie, il y a vraiment une différence de mentalité sur cette partie stratégie. On l'a vu à Wine Paris, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, moi je l'ai observé. Les Espagnols et les Italiens, c'est des vrais vendeurs. Ah oui, c'est la dernière guerre structure, ils ont des équipes de commerce, mais c'est des machines de guerre. Non, on est loin. Non, en fait, c'est une question de stratégie collective. Oui, mais parce que le produit en France est tellement important. C'est notre patrimoine, on est très chauvin. Le vin, le produit est très bon. On est très attaché aussi à des appellations, à des régions. On vin de Bourgogne, on vin de Bordeaux. Mais en fait, on n'ose pas aussi se dire que malheureusement, ça ne se vend plus comme ça. Et que c'est un produit comme un autre. Peut-être aussi. Peut-être aussi, on a peut-être envie de faire comme les autres. Parce qu'on croit tellement à notre produit en disant que mon produit c'est le meilleur, il est bon, il va se vendre tout seul. On a peut-être envie de faire comme des Espagnols et des Italiens, je caricature, mais des vendeurs de tapis en salon.
Mais parce que là, en fait, il faudrait remettre en question, depuis 1960, la mentalité de vente. Et Mais c'est peut-être que on dit pas autre chose. ouais, mais du coup, des fois, je me dis, quand on voit ça, peut-être qu'il faudrait juste mettre une personne. Il faudrait une personne, du coup, dans chaque maison. Mais est-ce qu'il y a des. Enfin, c'est lever une armée de commerciaux. Les consultants, mais il faut se faire accepter. Mais dans ces cas-là, est-ce que les régions, elles communiquent sur votre activité? Ou au contraire, c'est trop tabou encore? Ah, c'est une super question. Alors, mon point de vue de vieux dans la 25 ans, et puis toi, tu pourras donner ton expérience de ces 2 dernières années, en étant très honnête. En fait, si vous voulez, on peut même dire que ça s'est refermé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que comme tout est basé sur un historique, c'est-à-dire grande distribution, offre et demande, avec des décideurs qui sont là depuis assez longtemps. Si vous remettez en cause, même pas remettre en cause, là on est très cash, mais si on est très prudent et qu'on pose des questions, sans remettre en cause, sur ces bases en fait qui fondent toute la gouvernance française, c'est même plus audible. On ne veut même pas vous écouter. Parce que les gens ont l'impression d'être remis en cause à titre personnel, ou qu'on veut prendre leur place, c'est pas notre cas, mais ou qu'on veut les renverser. Donc en fait, ça s'est ultra personnalisé, comme dans toute la société française. Hein. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas interroger la filière d'une façon professionnelle. Voilà, si on l'interroge, on bascule vers l'humain, donc c'est très affectif et c'est pas notre propos, ou alors dans la politique. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, moi, je faisais des formations, par exemple, dans les syndicats, enfin, j'en fais toujours, mais il y a certains endroits où je ne peux plus en faire. Les syndicats ne veulent plus de formation commerciale, plus de formation en anglais, par exemple, comme ça j'en fais pas, mais tout c'est fini, on n'en fait plus. Et les questions qu'on vous pose si vous êtes interrogé, c'est, par exemple, on m'a posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le CIVB? D'abord, c'est pas mon métier, mais même les journalistes. Quand on a fait un livre blanc avec Jean-Marc Cardeba, on a eu droit à 2 très belles tribunes avec Esther, et c'était sa question. En clair, c'était vous roulez pour qui? Ouais. Alors que le propos, c'est pas ça. Le propos, c'est. Alors certes, je veux dire, on le fait. Forcément, ça abrase beaucoup parce que ce qu'on dit quand on monte sur Bidon, c'est ils tombent de leur chaise. Hein. Non, mais je vous promets, c'est. Et même dans des assemblées qui peuvent nous être annoncées comme étant très hostiles, très agressives, politiquement en pleine ébullition, mais d'abord, ça se passe toujours très bien. Et surtout, ils n'en reviennent pas. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ça. Alors, c'est de la macroéconomie qui a des impacts extrêmement importants sur chacune et chacun d'entre eux, mais ils ne le savent pas. Et pourtant, même si c'est un peu compliqué, c'est quand même très public. Hein, c'est très public. Voilà. Et juste pour illustrer, et après je laisserai la parole à Pierre sur son expérience et sur la donnée, à l'OIV, il y a eu un directeur général, Federico Castellucci, italien, qui a été un peu, qui est resté très longtemps, et qui est celui qui a vraiment institutionnalisé, développé l'OIV. Tant qu'il était là, l'OIV publiait le graphe équilibre du marché. Voilà. Et Federico Castellucci, en 2001, il a pendu une note au OIV qui était vers la sous-production pour l'interrogation quand même. 2001. Federico Castellucci prend sa retraite en Italie. Il est remplacé par un Français. Le jour où il est remplacé par un Français, l'OIV arrête de publier le degré d'équilibre du marché. Voilà. Donc moi à l'époque, j'interroge la responsable des stats, elle me dit oh, c'est pas très fiable, on a arrêté. C'était pas plus fiable qu'avant. Le jour où le français s'en va, directeur général, le nouveau néo-zélandais, c'est ça? Oui. Il republie. Voilà. C'est la réponse à la meilleure, je pense que c'est la meilleure illustration de la réponse à votre question. Avant de donner mon point de vue, feedback, la question que vous posez, la formulation que vous avez dit tout à l'heure est intéressante parce qu'elle est très symptomatique de ce qu'on constate, c'est-à-dire une sorte de sacralisation du produit, une sorte de. Donc, c'est bien de faire, c'est bien de concevoir le meilleur produit, mais c'est pas terrible de le vendre, on n'y pense pas. Hein. Et ça, c'est accentué par tout le poids de la filière, finalement, qui a ce discours.
qui l'amplifie et qui finance uniquement la prod, finance uniquement l'amont. Donc il n'y a pas de subside, il n'y a pas de marge de manœuvre pour l'aval. On va revenir sur les chiffres tout à l'heure, de là, c'est assez. Moi, depuis 3 ans que je me balade, 2 ans et demi, je me fais un peu virer de partout. Quand je dis, bah voilà, il faut de la donnée, parce que la donnée, ça permet d'agir, ça permet de se mettre en mouvement, etc. Oula, non, puis ce que vous pouvez, ce que vous donnez, on les a déjà. Hein, on les a déjà, les données, on a déjà tout, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'acheter votre base. Sauf que j'ai dit, vous avez tout, vous n'en servez pas. En fait, tout ce qu'on a manipulé là, les données que nous, on vous manipule, alors, c'est pas de la manipulation, mais on les met en œuvre, on les met en action. Tout ce qu'on fait là, je veux dire, tout le monde, toute l'interprofession, toute la filière possède déjà toutes ces infos. Sauf qu'ils ne s'en servent pas, ils sont aussi dessus. Et donc, quand on veut partager de la data, par exemple, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, il y a une interpro qui s'appelle le CNIL, voilà, qui est censé fédérer les interpros régionales. Bah, l'interpro nationale n'a aucune info des bassins viticoles. Il n'y a aucune remontée d'infos, il n'y a aucune consolidation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais bon, alors il y a quand même des commissions. Moi, je suis allé au CNIL. Je suis allé au directeur général du CNIL, pour lui présenter ce que je faisais, etc. Machin. Je me suis fait virer de son bureau quasiment au bout de 20 minutes en me disant, vous êtes un escroc-monsieur. Je dis, ok, mais vos données sont fausses. Je dis, écoutez, très bien, elles sont peut-être fausses. Est-ce que vous publiez les vôtres? Ah, non, c'est pas possible. Je dis, ben, si vous avez des données, si vous avez des vraies données qui peuvent servir à la filière, publiez-les. Moi, j'ai des données d'Olivier, j'ai des données de France Agrimaire, vous savez, je les retraite, etc., mais je les caviarde pas. Il dit, oui, c'est faux. Et je dis, ok, c'est vous qui donnez des données, c'est vous qui donnez des données à l'OIV et vous dites que mes données sont fausses. Donc, vous voyez, tout ce truc-là, là, c'est malsain, finalement. Et c'est des gens qui sont là depuis 30 ans, etc. Alors, en l'occurrence, lui, il vient de la filière porc, pas de la filière vin. Mais, bon, voilà. Et donc, on a peur. Il y a aussi un culte du secret. On ne partage rien. La douane refuse de communiquer les statistiques. Pas de stade On se dit, ah, c'est hyper secret. C'est pourtant, on travaille avec des négociants des propriétés bordelaises. C'est du génie. C'est du génie. C'est la relation de confiance entre la propriété et le négoce. C'est un concept, hein. Surtout maintenant. Les négociants sont comme ça, ils ne vendent rien. Ils font des stocks à Bissau. Et les propriétés veulent continuer à parler. C'est très compliqué. Donc voilà, c'est individuel, ça c'est intéressant. C'est pas juste de la macro, y compris dans ce que fait Pierre, par exemple, l'exploitation, entre guillemets, la mise en forme de ses propres données, elle est essentielle. Et alors là, pour le coup, depuis 25 ans que je fais ça, je pense que je n'ai jamais rencontré une entreprise, quelle que soit sa taille, qui fasse, par exemple, un bilan commercial. Il n'existe pas. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Je ne connais pas toute la filière, bien évidemment. Mais je n'ai jamais rencontré une entreprise, y compris un négoce à 60 millions d'euros, qui fasse un bilan commercial. C'est-à-dire qu'ils suivent ces statistiques de vente d'une année sur l'autre. Donc le message, c'est dire qu'il y a des données macro, effectivement, on a une distribution qui peuvent donner des tendances sourdes et qui peuvent aider à prendre des décisions un peu structurées, un peu stratégiques. Et puis, ben, il y a effectivement le fait qu'un industriel, un fournisseur de matières sèches, un producteur de spirit, un producteur de vin, etc., il a ses propres données, il a son patrimoine de data, et il faut qu'il l'utilise. Il faut qu'il le mette en œuvre, qu'il le valorise. Et on le voit bien, chaque fois qu'on travaille avec une propriété et qu'on valorise ses data, on arrive à lui montrer. Et on ne fait pas des trucs très compliqués. Hein. On ne fait pas d'IA, on ne fait pas de machin. Eh ben, si on met à plat des données, on les crie, on les analyse, sur 2, 3, 4, 5 ans, on voit des trucs apparaître que les gens n'ont jamais vu. Ils voient apparaître des clients qui n'ont pas acheté depuis 3 ans, alors qu'ils avaient des gros paniers, ils n'achètent plus. Il n'y a eu aucune action pour les relancer, que ce soit le du téléphone, du rien. Enfin, voilà. Tout ça, on arrive à le faire et à le mettre en évidence de manière extrêmement rapide. Voilà. Donc ça, travailler sur ses propres données. Donc il y a du macro, il y a du micro, pour faire des choix stratégiques, pour anticiper les opportunités. Voilà. Donc et c'est la corrélation avec, je mets ça entre guillemets, hein, c'est en connaissant son écosystème, connaissant des tendances un peu lourdes, celles qu'on a résumées de manière un peu lapidaire tout à l'heure, en valorisant ses propres données, qu'on peut dire, voilà, oui, je vais faire de la bulle, mais je vais le faire dans ce pays-là, parce que je suis déjà présent, j'ai déjà des distributeurs, j'ai déjà une force de vente, j'ai déjà quelque chose. Donc là, je vais accentuer et je vais accélérer. Et Pierre, il a du mal à se faire financer, par exemple. Moi, j'ai une petite idée, regardez, il y a 280 millions d'euros par an, dans l'océan. Océane, il faut que tu rappelles. Organisation commune des marchés, c'est la PAC, politique agricole commune européenne, c'est l'enveloppe viticole. Donc, c'est 1,5 milliard, je crois, d'euros par an qui est réparti essentiellement entre les 3 pays, France, Espagne, Italie, qui en ont près de 4, je pense. Bon, nous, on a la plus petite enveloppe des 3, pour une raison que on m'a interrogé, je ne sais pas pourquoi. Un peu compliqué à tracer, je pense que c'est le poids à la fois de la production et le poids politique des pays par rapport à l'Europe.
et au commissaire européen. Enfin, en tout cas, on a 280 000 par an. On va bientôt vous nourrir et vous abreuver. Hein. Oui, désolé, on en parle beaucoup. Hein. 10% pour l'amont, 10% pour l'aval, sachant que l'aval, c'est le négoce. C'est-à-dire, dans les interprofessions, c'est ce qu'on appelle la promotion. La promotion, c'est essentiellement du digital, de la publicité. Voilà, c'est ça la promotion. Bon, est-ce que c'est adapté aujourd'hui? Sûrement pas, hein, vous savez. Et après, je vais vous montrer le pompon. Enfin, pour moi, le pompon. On a découvert ça cette année. Il y a un petit mystère cette année, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les Italiens sont arrivés à Wine Paris et ont viré les Français du principal hall. Il y avait plus d'Italiens que de Français à Wine Paris. Et tout le monde s'est dit, oh là là, les Italiens sont gonflés. Mais Team France Export, Business France, vous connaissez toutes, pardon. Voilà. Team France Export avait publié ça, le plan Oser l'export. Dans le plan Oser l'export, il y avait un constat, qui est que, voilà, dans les salons, où il y a à peu près 60% des entreprises françaises qui sont représentées, elles sont financées, nos entreprises françaises, à hauteur de 17% en moyenne. Les Espagnols sont à 30%, ils ont cité, je ne sais pas pourquoi, les Allemands qui sont à 40%, et les Italiens à 100%. C'est-à-dire que vous êtes vigneron italien, vous êtes vigneronne en Toscane, vous voulez faire Wine Paris, c'est pris en charge à 100%, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et bien sûr, la solution miracle de Business France, ça a été de dire, oh là là, dans 3 ans, ce qu'ils ont fait dans 2023, donc 4 ans, on fera 30%. C'est-à-dire qu'on fera aussi bien que le plus mauvais qui est l'Espagne, qui, à mon avis, d'ici là, aura rattrapé une partie du retard. Moi, je vous garantis qu'en 2027, il n'y aura pas 30%, parce qu'ils seront incapables de le tracer. Mais voilà la différence. En fait, dans l'enveloppe Océan 20, la France a pris comme décision de consacrer tout ça à la production. Et là, quand on a interrogé France Agrimaire l'année dernière, ça a un peu bougé. Ils ont dit on va faire une commission, on va étudier des trucs. On fera un plan, comment ils appellent ça? Un plan filière. On attend un plan filière. Donc on peut se poser la question de la stratégie. Ah oui, j'ai oublié de dire que Team France Export, Business France, j'ai oublié de dire que parmi les 15 premiers exportateurs mondiaux de vin, on est le seul qui n'a pas de stratégie nationale. Si ça vous intéresse, tu l'as vu le plan espagnol? Oui, tu m'en as parlé. L'Espagne fait un plan, l'Italie fait un plan, la Nouvelle-Zélande fait un plan, le Chili fait un plan. C'est des plans très simples. Hein. En général, c'est quelques axes. En Espagne, je crois, je l'ai dit, il y a 5 axes prioritaires. Toute la filière se réunit autour de ces 5 axes qui sont portés au niveau international. Nous, on n'en a pas. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit, laquelle d'entre vous a dit, nous, on y va en dispersé, chacun dans son coin, les bourguignons ne veulent pas parler au bordelais, qui haïssent les gens de Berlerois qui sont juste leurs voisins. Voilà, les aides, donc, et la gouvernance, bien évidemment. Toutes ces questions-là, stratégie, aide et gouvernance, elles ont toutes été interrogées dans les plans interprofessionnels. Les plans interprofessionnels sont des plans stratégiques qui ne sont jamais appliqués. Le grand spécialiste, là encore, c'est Bordeaux, qui a rendu 2 plans en 20 ans. Donc le plan Bordeaux demain, qui était extrêmement bien fait d'ailleurs, et le plan Ambition 2030, je crois, jamais appliqué. Mais pas le début du commencement d'une première ligne. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des questions. À voir pour lui. Moi, j'ai une question sur les plateformes de marché, justement, parce que vous travaillez dans l'innovation. On met en relation des clients finaux et des vignerons indépendants sur le consommateur, mais aussi sur le B2B. Est-ce que ce n'est pas une solution aussi les aider, parce que justement, nous, c'était retrouvé face à des vignerons qui ne vendaient pas leur stock, et grâce à la force de vente, parce que pour les forces de vente, Alors, vous soulevez un truc qui, je pense, est essentiel. Vous avez vu qu'il y a eu une révolution dans la distribution en France. Cette révolution, elle est, là encore, elle n'est pas spécifiquement française. Elle a eu lieu à peu près partout. Alors, pas forcément, parce que le modèle de la GD française est très particulier, mais elle a eu lieu avec un